je l'ai. Le J, c'est le S. Ok. Oh, ce sera l'intro. Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Laissez-moi faire les moves que je veux, tu vois. Je trouve ça hyper dur quand les gens te disent t'as changé, comme si c'était une sanction, une critique et tu vois, c'est pas un compliment quoi. Ah vas-y, t'as changé. Bah ouais, encore heureux, tu vois. Je trouve ça hyper dur d'avoir à justifier le fait d'évoluer comme ça. Et il se passe aussi la même chose dans les fratries, où t'as vraiment la distribution des rôles, quoi. Lui, c'est l'intello, elle adore les animaux parce qu'on t'a vu une fois faire un câlin à un lapin, tu vois. Et tu te forces du coup à rentrer dans ce personnage-là qu'on t'a créé, tu sais plus trop qui t'es, quoi. Très heureuse cette semaine de recevoir Nadia Dame. Elle est entre autres journaliste, chroniqueuse, autrice et très rigolote. En 2024, elle a sorti Lagos, un récit dans lequel elle aborde sa relation avec sa fille adolescente à travers le temps, les deuils et avec énormément de tendresse. Un récit qui donne très envie, je vous avoue, d'avoir un enfant et si possible, le sien. Cette année, elle publie le roman Des filles comme il faut aux éditions de l'Iconoclaste. On y suit Blanche, une femme un peu perdue, assez portée sur la bouteille, qui se met à faire des recherches sur Martha, une femme qui a disparu de son plein gré du jour au lendemain en laissant sa famille derrière elle. Et plus largement, dans ce roman, Nadia parle des injonctions et de la fatigue qu'on peut ressentir face à elle, au point d'avoir envie de tout quitter et de disparaître. C'est un roman qui est très prenant et vraiment drôle. Si vous avez l'occasion de le lire avant d'écouter l'interview, c'est super. Sinon, c'est pas un souci parce qu'on parle de plein de choses très différentes, de comment créer. Est-ce qu'il faut attendre l'inspiration ou se forcer ? Et Nadia, elle utilise une méthode entre les deux, du syndrome de l'imposteur qu'elle a ressenti quand elle a signé chez Grasset, de la colère comme carburant, de quand elle est invitée sur un plateau télé un peu comme la féministe de service et mise face à un homme qui ne l'est pas du tout, d'accepter l'écart entre la personne qu'on voudrait être et celle qu'on est vraiment, de ses passions, à savoir la skincare, les troubles digestifs et aller dormir à 19h30, et du fait qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder les comptes Facebook des gens qu'on détestait au collège pour vérifier que leur vie est nulle. Voilà, on n'est pas toujours des bonnes personnes. J'espère que ça vous plaira. Comment ça va ? Ça va bien. Il paraît que t'as déjà fait le podcast plusieurs fois dans ta tête. Ouais, je l'ai fait plein de fois. En fait, je le fais, donc je m'auto-interview par toi, mais sans toi. Ouais. Parfois directement en écoutant ton podcast. Tu réponds aux questions. Et je dans ta réponds aux tête, questions, ouais. Et parfois même je dis, ah tiens, elle dit ça, moi j'aurais pas dit ça. Vraiment comme dans Dora, quand elle dit vois-tu où est le sac à dos ? Exactement. Et toi, tu réponds, d'accord. Exactement. Et puis je le fais aussi parfois à des moments tout à fait random. Genre sous la douche et tout ça. Okay. Et mais ça je le fais avec beaucoup de oui, beaucoup tu de choses. t'auto-interviews beaucoup. Très souvent, très régulièrement, je le fais avec d'autres podcasts. Je l'ai beaucoup fait avec je peux citer des podcasts bien sûr. Je l'ai beaucoup fait avec Le Goût de M. J'espère bien que... Ouais, mais je crois qu'on est assez nombreux à se dire quel était le goût de mon enfance. Et le pire, c'est que j'ai même pas vraiment la réponse, tu vois. Et je l'ai fait aussi beaucoup avec la presse écrite. Et d'ailleurs, je le raconte dans mon bouquin, là, dans le premier. La page L, 24 heures avec, tu sais, où tu dois raconter ta journée type. Voilà. Oui, tu racontes ce que ta table de chevet, je crois. Oui, mon premier geste le matin, c'est m'étirer, boire un jus de citron pressé, voilà. Et alors que dans la réalité, je bois un café, je fume 3 clopes. Et qu'est-ce qu'il y a sur votre table de chevet ? L'intégrale de Truman Capote et je sais plus quel truc stylé, genre des huiles essentielles. Alors que moi, il y a vraiment littéralement, et d'ailleurs j'en ai jeté 2 ce matin, des boules caisses agglomérées avec des poils de chat. Ouais, c'est... Ouais. Mais je pense que beaucoup de gens fantasment une table de nuit. Ouais. Genre moi, y a, donc la mienne et celle de ma meuf de l'autre côté, et sur la sienne, il y a genre un livre sur la démocratie. Et je suis là, mais qu'est-ce que j'aimerais être elle. Ouais, c'est alors clair. Moi, j'avais vraiment juste des mots croisés niveau 3 max. Et Il y a un peu un côté, dis-moi à quoi ressemble ta table de chevet, je te dirai qui tu es. Ouais. Moi, je suis vraiment une grosse merde, tu vois, parce que j'ai vraiment, tu vois, tous mes compléments alimentaires, donc mes boules caisses dégueu, là. Voilà, une bouteille départ parce que j'ai des problèmes de transit. Enfin, voilà, c'est pas sexy. T'es hypocondriaque ? Je suis. C'est marrant que tu me poses la question parce que j'y ai réfléchi il y a pas longtemps et en fait j'ai longtemps pensé que j'étais hypocondriaque, mais je pense que je suis hypocurieuse ou je sais pas comment le.
Enfin, le mot n'existe pas, mais c'est pas tout à fait de l'hypocondrie. C'est-à-dire que je suis très curieuse de ce qui se passe dans mon corps et ce qui se passe de mal. Donc très très souvent, je pose des questions à Internet. Là, il y a pas très longtemps, j'ai payé 50 balles pour me faire analyser un grain de beauté sur une appli. Sur une appli ? Ouais, c'est un truc où tu prends ton grain de beauté en photo et après, c'est soi-disant des dermatos qui le checkent, mais en fait, c'est l'IA, quoi. Et après, on t'envoie un message pour te dire tout va bien, mais quand même, allez le checker avec un dermato. Bah ouais, oui, okay, bien sûr. Okay. Donc, c'est plus ce genre de choses. C'est que vraiment, je me pose beaucoup de questions et je cherche beaucoup de réponses à tout ce qui peut déconner un petit peu dans mon... Oui, donc dans c'est mon un corps. peu hyper-vigilance et biais de confirmation, potentiellement. C'est un peu ça, parce que je vais pas jusqu'au bout. Il me semble que les hypocondriaques, quand même, ils vont jusqu'au bout du truc, c'est-à-dire qu'ils vont voir beaucoup de médecins et tout. Ça, je l'ai beaucoup fait à une période. J'ai vraiment un body count Doctolib c'est un truc de ouf. Tu sais, il faudrait faire peut-être ça à la fin de chaque année. Tu sais, t'as toujours les trucs genre quel est ton récap Spotify machin. Ouais. Faudrait faire un Doctolib wrap machin. Parce que vraiment, j'en ai vu beaucoup. Et là, j'essaye de me sevrer un peu. Mais donc, je vais pas jusque là. Tu vois, ou alors si je vais chez un médecin. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas ou que je suis fatiguée et tout, il va me prescrire des trucs, je vais pas aller à la pharmacie, je vais juste mettre l'ordonnance sur le frigo avec un magnète et après j'oublie. Mais donc voilà, je passe beaucoup de temps à penser à ma santé, mais j'agis pas en conséquence. T'as souvent peur ? Ah ouais, bah moi j'ai inventé la peur. Ouais, j'ai peur en voiture, j'ai peur. Tu conduis ? Non, j'ai pas le permis. Okay. Oui, j'ai peur de tout, mais d'aussi loin que je me souvienne. Je crois que j'ai vraiment toujours eu peur quand j'étais petite et tout. Tu vois, je monte pas dans les manèges. Je trouve que vraiment c'est un risque inutile. Totalement. Mais même des tout petits manèges. Dès que je suis transportée par autre chose que mes pieds, j'ai peur. Donc j'ai peur en avion, évidemment. Peut-être le train, ça va encore. Et ça m'est déjà arrivé de me dire putain, il va quand même très très vite ce TER. C'est vrai, TGV, ils ont pas menti en tout cas. Donc voilà, j'ai peur de ça et puis j'ai plein de phobies à la con, mais comme plein de gens en fait, tu vois, c'est pas. Je crois, j'espère. Pourquoi est-ce que j'ai peur ? Ouais. Alors les phobies que j'avais ou les précautions que j'ai un peu développées comme ça dans l'enfance, je sais pas trop, je pense que j'étais juste une enfant trouillarde, mais je pense que après les phobies et les peurs qui sont arrivées sur le tard là ces dernières années, je pense que c'est un peu lié à des traumas que j'ai eu. Par exemple, ma peur la plus tenace et la plus envahissante, c'est la peur de l'accident domestique, en sachant qu'accident domestique, c'est vraiment très très large. Ça va de ton chargeur d'iPhone qui crame et tu meurs dans ton sommeil à la chute, tout ça. Tu vois, ma fille, par exemple, elle a interdiction quand elle est chez des copains, de se pencher à la fenêtre. Parce que j'ai vraiment très très peur qu'elle tombe. Et j'ai aussi pas du tout confiance dans les balcons parisiens. Moi, je suis sûre que dans un avenir proche, ils vont tous s'écrouler. Je crois qu'ils sont pas faits, en fait. C'est ma théorie du complot préférée. Bah ouais. Mais je la partage avec un pote. Je me demande même s'il avait pas écrit un article sur le sujet où on se disait que, en fait, les appartements haussmanniens, l'architecture de ces immeubles est pas faite pour le monde moderne. D'ailleurs, il y a eu, mais ma théorie, elle se confirme, il y a eu des cas, là, récemment, alors c'était pas des balcons, mais de sols qui se sont effondrés sur le truc d'en dessous, tu vois. Alors moi je suis très fort dans ta team en termes de... Il y a beaucoup de risques. Je sais que je vends pas très bien mon truc parce que ma théorie c'est de la merde. Non, mais je vois... Mais de toute façon cette capacité à partir du moment où tu as peur que ta fille aille sur un balcon, ouais. C'est quand même plus symptomatique que... Enfin genre moi j'ai aussi, dès que je rentre dans un endroit, je pense ok, qu'est-ce qui pourrait merder ? Qu'est-ce qui pourrait tomber sur nos têtes ? Ah ouais ? Ouais. Alors que ma meuf c'est l'inverse. Et donc c'est... Genre les vacances c'est douloureux quoi. Des fois, je pleure parce qu'elle va escalader des rochers. C'est vrai ? Ouais. Et ma théorie, c'est que... L'escalade, par exemple, mais faites pas ça, je comprends pas. T'es bien là. Ouais. En plus, la vue, elle est même pas ouf, tu vois. Ben, frère, il y a les photos sur Internet. Exactement. Mais tu peux te spoil. Dur, inventer Instagram pour ça. Ouais. Et ça doit être dur pour toi. Hein. Bah, en fait, c'est chronophage. Ouais. C'est chronophage, ça prend beaucoup d'énergie, je trouve, Hey les gars, je peux pas penser à tous les risques. Exactement. Oui, parce que t'as vraiment l'impression, effectivement, d'être un peu le contremaître, tu sais, qui arrive avec son casque. Et je trouve que, effectivement, ce que tu dis, c'est la peur pour soi, bien sûr, mais la peur par procuration, elle est terrible, parce que, en effet, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est très envahissant.
Et par ailleurs, ça n'empêche pas les choses, tu vois. S'il suffisait d'avoir peur pour vivre jusqu'à 190 ans, tu vois. Oui, même du coup, ma théorie, c'est que il suffit qu'une fois dans ta vie, t'aies peur très fort. Et puis après, il y a 2 façons de gérer le truc. Soit, du coup, tu vas avoir peur tout le temps, tu vas vouloir te protéger de tout. Soit tu vas dire, tu sais quoi ? YOLO. Ouais. Et tu vas aller à fond. Et je crois que j'adorerais être dans cette optique-là. La vie doit être plus simple. Hein. Ah, mais surtout, tu dois tellement te faire kiffer. Ouais. Tu dois tellement faire des trucs trop marrants et voilà. Pas trop marrant. Est-ce que par exemple, le saut à l'élastique, c'est marrant ? Non, mais tu ressens des choses. Mais pourquoi ? On ressent déjà plein de choses au quotidien. Tu vois, là, je suis sur un canapé, je ressens des choses, ça me va très bien. On n'a pas besoin de... Si c'est ressentir des choses, c'est avoir littéralement ton cœur qui fait un... Oui, mais je pense que c'est plus l'excitation d'avant qui compte, comme dans la plupart des événements dans la vie. C'est genre la pire, le truc d'avant. Putain, ça doit être horrible. Alors, je suis le moment totalement juste avant de sauter, là, je comprends pas. Franchement, et personne n'a jamais réussi à me convaincre. C'est-à-dire, quand tu demandes à quelqu'un, mais c'est quoi ton kiff, en fait, quand tu fais du parapente et qui te dit, je sais pas, justement, c'est le petit frisson. Parapente, je peux plus... J'en ferai jamais de ma vie, mais tu voles. Il y a ce truc de planer. Alors que le saut à l'élastique, tu tombes. Ouais, c'est vrai. Ouais, le saut à l'élastique, c'est vraiment pire, t'as raison. C'est vraiment une... Le base jump, là, où je sais pas quoi. C'est quoi ça ? Je crois que c'est le truc où tu sautes d'une falaise, déjà ça commence très mal, et où t'as des espèces d'ailes qui se déploient comme ça. Je sais plus, c'est n'importe quoi. Tout ce qui commence par free jump, freestyle. Free party, tout ça, à partir du moment où ça commence par free, pour moi c'est un énorme... C'est quoi free party ? Tu connais pas les free party ? Non. Free party, c'est les raves. Ah oui, donc t'as peur de la drogue, genre ? C'est pas tant la drogue qui me fait peur dans les free parties, même si vraiment je suis pas fan de ce type de drogue, en tout cas. Tous les trucs genre MD, ecstasy et tout ça, ça me fait peur aussi. Mais sur les free parties, c'est plus le côté se retrouver avec 3000 connards dans la forêt. Je sais pas ça non plus, j'ai pas la musique, j'aime pas. Je préfère 30 000 ours. Ouais, 30 000, exactement. Une free party avec des ours. Non, puis moi, tu vois, la fête, je suis vraiment une couche tôt, mais une couche vraiment très tôt, donc tout ce qui est fête, c'est pas... Tu voulais être comédienne ? Je crois que j'ai voulu être comédienne. Parce que j'ai fait des études de théâtre, donc c'est que a priori je voulais. Et pourquoi tu crois que tu voulais ? Parce que je le suis pas devenue, donc déjà ça veut dire que je pense que si vraiment j'avais voulu être comédienne, j'aurais insisté, j'aurais essayé. Alors que là j'ai essayé 2 ans, j'ai fait une fac de théâtre, tu vois, c'est pas vraiment mettre toutes les chances de son côté quand on veut percer dans le théâtre. Mais j'ai découvert le théâtre quand j'étais pré-ado, comme beaucoup de gens, tu sais, l'atelier théâtre à l'école. Et j'avais adoré ça, j'avais adoré être sur scène et tout ça. Et du coup, comme ça, très logiquement, je me suis embarquée dans des études de théâtre, genre bac théâtre, fac de théâtre, à Paris. Donc je suis venue à Paris spécialement pour ça. Et je l'ai fait un peu comme ça, en pilote automatique. Je me suis fermée à d'autres trucs que j'aurais pu découvrir à ce moment-là. C'est juste, voilà, le théâtre j'aime bien, du coup je vais faire des études de ça. Et sauf que j'ai pas kiffé particulièrement. Pourquoi ? Parce que c'est chiant. Vraiment. Et là c'est marrant parce que je rencontre plein de gens aujourd'hui de mon âge, de gens qui ont fait des études de théâtre et qui me disent la même chose, voire qui étaient à la même fac que moi en même temps et on s'est jamais croisés, mais qui me disent putain, qu'est-ce qu'on se faisait chier. Parce qu'évidemment on avait tous une vision un peu tu vois, fantasmée quand même. On imaginait un peu Fame, tu vois, où les écoles de théâtre dans les films et tout ça. Tu te retrouves à Paris 3 dans un amphi plein d'amiante. Tu vois, c'est vraiment pas ouf. Et par ailleurs, c'est beaucoup de théorie, ce qui m'intéressait pas plus que ça. Très très peu de pratique. Et d'ailleurs, on est très nombreux à avoir fait ces études-là et à avoir pas percé. C'est-à-dire qu'à la fin de ma 2e année de fac, c'est là que les gens ont commencé à essayer de passer des castings et tout. Et ils nous envoyaient pour faire des castings pour jouer dans la pub Kinder Bueno. C'est normal, tout le monde débute comme ça. Ouais, mais je pense qu'on n'était pas préparés à ça, parce qu'on s'était vraiment tout de suite dit je vais jouer Othello et tout ça, tu vois. Non, tu vas jouer Nutella. C'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui t'amusait, toi, dans le fait d'être sur scène ? Je pense que c'était le rire, parce que les toutes premières pièces que j'ai jouées, donc quand j'avais 10-11 ans, c'était des pièces comiques qu'on fabriquait nous-mêmes, tu sais, qu'on inventait nous-mêmes avec la classe.
Et je pense que ça, c'est un truc très commun aussi. Et tu le raconteras sans doute mieux que moi, mais la première fois où t'es sur scène et où tu fais un truc un peu marrant et t'entends le public rire, quand t'as 10-11 ans, que t'as un peu mal dans tes pompes et tout, et que tu te dis, je suis capable, en fait, de provoquer ça, c'est quand même assez jouissif, tu vois. Puis après, tu joues toutes les pièces, les Molières, les Shakespeare et tout, où il se passe vraiment quelque chose, quoi, qui sont pas que drôles, qui sont aussi, ouais, moi j'avais vachement aimé de faire tous ces trucs-là. Ça aussi, je le raconte dans mon bouquin, le truc on avait joué Songe d'une nuit d'été. Et moi, j'avais joué un personnage de fée assez marrante et tout. Et donc, je pense que c'est vraiment ça qui m'a plu au début. C'est provoquer des émotions. Et l'émotion qui, moi, m'intéresse le plus dans la vie, c'est quand même le rire. Ah oui, c'est dans son jeu d'été, le truc de la fée où il t'avait rajouté... La fée bûcheron. La fée bûcheron, ouais. Donc, t'as une scène au cours de laquelle t'as des fées comme ça qui sortent dans la forêt de manière très gracieuse, très élégante. En plus, on avait des super costumes avec des petites ailes de fées et tout ça. Et on devait sortir de sous la scène. On était 4 ou 5. Et on devait sortir de sous la scène vraiment comme comme les ballerines sur les boîtes à musique, là. Vraiment de manière hyper jolie, avec une belle lumière et tout ça. Et on faisait ça, sauf que moi, je n'arrivais pas à me hisser de la trappe pour sortir de manière jolie. Donc vraiment, je montais comme ça, comme un bonhomme, tu vois, et puis vraiment pas du tout de manière gracieuse, en faisant et on a essayé plusieurs fois, et le metteur en scène, il devenait ouf. Et au bout d'un moment, il me dit, non, mais en fait, vraiment, t'es pas faite pour être une jolie fée de la forêt et tout. Yes, ça fait plaisir. Il m'a dit, tu vas devenir la fée bûcheron. Justement, on va te mettre une espèce de grosse chemise écossaise et tout, et tu vas être la fée qui galère, la fée un peu rustique, un peu virile. Je pense que c'est à ça qu'il pensait aussi. Et je m'étais dit, putain, le bâtard, j'ai trop envie d'être une fée normale, tu vois, pourquoi je vais être une fée Donc on l'a joué comme ça, et c'était hyper drôle, et les gens riaient. Et donc j'étais dans un truc un peu ambivalent, où je me disais, bon, ils rigolent et tout, mais est-ce qu'ils sont pas en train de se foutre de ma gueule? Mais quand même, c'est gaulerie. T'étais timide? Non, je sais pas. Toi, tu sais, par exemple, si t'étais timide ou pas? Moi, j'ai eu mes phases enfance, non. Très petit clown, machin. Adolescence. Ouais. Petit crash. Et puis, maintenant, je suis un peu entre les deux. C'est pour ça que je pense que c'est une question intéressante que tu poses, parce que je vois pas comment on peut y répondre de manière monolithique comme ça, en disant je suis timide ou je suis pas timide. On le sait d'ailleurs qu'il y a des gens qui sont très timides, mais qui peuvent avoir des moments où ils sont hyper extravertis, ou ivres, en effet, ou sous MDMA dans une free party. Avec des ours. Ouais. Mais je pense que la timidité, et peut-être que c'est pas le bon mot d'ailleurs, timidité, mais il doit y avoir des variations en fonction de ton âge, de comment t'es dans ta vie à ce moment-là, avec qui tu es aussi. Et il y a un truc qui m'intéresse vachement, moi, sur les réseaux en ce moment, où on parle vachement des introvertis, extravertis. Et je trouve que c'est plus intéressant de ça poser en ces termes-là. Est-ce que je suis plutôt une personnalité introvertie ou extravertie, ou les deux? Et moi, je crois que je suis un peu les deux, mais comme tout le monde, peut-être. Et ça a changé dans ta vie? Avant, t'étais plus... J'étais... En fait, en vieillissant, donc je pense que j'étais pas timide, j'ai eu des moments de timidité, mais j'ai aussi eu vraiment toute une période de ma vie qui s'appelle la jeunesse, où j'aimais bien sortir, rencontrer des gens, faire la fête et tout. Et en vieillissant, plus du tout. Je suis vraiment de plus en plus introvertie. Élevée par les loups, quoi. Je suis vraiment... je peux passer des jours et des jours chez moi sans sortir. C'est pareil, là aussi, sur Insta, t'as plein de gens qui disent les gens qui ne sortent pas de chez eux pendant un week-end, comment vous faites? On kiffe, en fait, tout simplement. Vraiment, j'ai pas besoin de la compagnie des hommes et des femmes. Je peux tout à fait me passer de voir quelqu'un pendant très longtemps. Tu fais quoi quand t'es chez toi? Je fais pas grand-chose, tu vois. J'aimerais bien te dire, quand je suis à la maison, je fais de l'aquarelle et tout. Pas du tout. Je me gratte le cul devant Netflix, comme plein de gens. Mais j'aime bien ma propre compagnie. Donc je regarde des films, je lis, je fais le ménage, c'est aussi passion. Je suis avec mon chat, je fais des trucs avec ma fille, mais je me sens vraiment très 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 bien à la maison. Et à tel point qu'à un moment, je me suis un peu inquiétée, parce que ça devenait compliqué pour moi de sortir, et où je devais prendre des bêta-bloquants, voire un demi-Xanax, quand je devais sortir, alors pas faire les courses, hein,
Mais un rendez-vous de boulot et tout ça, ça m'angoisse vite. Et ça, je pense que c'est vraiment arrivé à la quarantaine. Est-ce que tu as été plus stressée pour la sortie de ce roman ou pour celle du récit d'avant? Parce que tu étais déjà vachement stressée quand tu as sorti La Gosse. Et ici, ça l'est plus ou ça l'est moins? C'est 2 zones de stress différentes. Pour La Gosse, j'étais méga stressée. Déjà parce que j'étais très impressionnée de sortir un bouquin dans cette maison d'édition qui était Grasset, avec la petite couverture jaune, un peu classe et tout. Oui, c'est très une couverture à Goncourt. Ouais, un peu. De base, c'est genre, tu devrais l'avoir direct avec. Bah, je trouve. Tu sais, chez Grasset, elle est hop, le féminin. Ouais. Alors que pas du tout, tu vois, vraiment pas. Mais c'est vrai que j'étais très impressionnée de ça. Même quand j'allais dans les bureaux, si rue des Saints-Pères à Paris et tout, tu rentres, ça sent la poussière, ce qui est pas du tout bon pour mes allergies, mais ça sent vraiment, tu sais, c'est les gens qui disent, oh là là, cet escalier qui craque, ça sent le papier et tout. Bah, en fait, c'est vrai, c'est quand même un peu, c'est un délire quand même, c'est vraiment l'édition à la française, quoi. Donc ça m'avait stressé un peu parce que je m'étais dit, waouh, mais en fait, les gens qui vont acheter ce bouquin, non pas parce qu'ils me connaissent ou qu'ils connaissent un peu l'histoire que je vais raconter dedans, mais parce que c'est chez Grasset, ils vont être méga déçus. Parce que pour moi, j'avais pas l'impression d'avoir écrit de la littérature. J'avais écrit un récit sur ma gosse, tu vois, le titre, c'est ça. Sur ma fille et moi, mais j'ai eu l'impression peut-être qu'il y allait avoir un tromperie sur la marchandise. J'avais un peu peur d'arnaquer les gens qui pensaient en effet lire un roman ou un truc classe, quoi, un truc publié chez Grasset avec cette couverture jaune magnifique et tout, et que vraiment à la page 3 je dis bâtard enculé mes couilles, tu vois, où j'ai pas un langage très châtié dans le bouquin, donc j'avais un peu peur de ça. Mais c'est pas du tout c'est pas ce que les gens vont retenir. Bah non, puis en plus complètement con d'avoir pensé ça, parce que typiquement Virginie Despentes, elle est, je suis pas du tout en train de me comparer à Virginie Despentes, mais elle était publiée chez Grasset et elle publiait pas du tout, elle écrit pas à la plume de Pan, quoi, tu vois, elle écrit elle écrit magnifiquement comme elle parle magnifiquement. Mais j'ai eu un tout petit truc de l'imposteur, quoi. Et donc c'était plutôt ça ma zone de stress. Et puis surtout, j'étais très très tendue pour la promo, parce que donc c'est impliqué de sortir de chez moi. Et j'avais peur de pas être à la hauteur sur la promo, où je m'étais dit putain, pareil, tu vois, les gens ils vont me poser des questions très profondes, très deep et tout, et moi je vais être là, bah en fait c'est un livre sur ma fille et moi, et comment on vit, et je raconte comment je délasagne, quoi. Et j'avais un peu peur de ça. Et d'ailleurs, c'est arrivé, parce que je me suis retrouvée dans quelques émissions, notamment une sur France Culture. C'était un moment extrêmement douloureux, où on me posait des questions comme ça, très, très intello et tout, auxquelles j'avais pas envie de répondre, où la fille qui était très sympa, tu vois, mais qui me disait, qui me posait des questions du genre, pourquoi la littérature? J'ai dit, vas-y cousine, tu m'as saoulée, j'ai pas envie de répondre à ça, ou des trucs très... Ouais. Tu vois, que cherchez-vous dans les livres? Est-ce que les livres vous réconfortent? Oui, très Trapenard, mais sans le côté malicieux de Trapenard. Exactement, ouais. Parce qu'Augustin Trapenard, il fait ça magnifiquement bien, ouais. Et la réponse l'intéresse vraiment et tout. Et là, et encore une fois, j'ai rien du tout contre cette émission sur Culture, mais je m'étais dit, oh là là, c'est pas très intéressant. Enfin, on peut trouver plein d'autres manières de parler de tout ça, sans être comme ça, un peu écrasant et un peu... Et du coup, j'avais vraiment raconté de la merde. Il fallait... Elle me disait, voilà, c'est quoi le livre qui vous a nourri le plus? Ben, je sais pas, en fait. Et puis moi, j'adore la littérature et tout, mais c'est pas un truc totémique pour moi, tu vois. Ah ouais? J'aime beaucoup, beaucoup les livres, j'en lis tout le temps et tout. Mais par exemple, je suis incapable de dire... oui, dans tel livre, page 155, à un moment, il dit ça, et vraiment, c'est fou. Mais personne. Tu vois, à part les gens qui ont retenu la page pour pouvoir dire page 155. Oui, c'est vrai, peut-être, tu vois. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça m'a un peu consolée après. Mais Rose Lamy, sur Instagram, elle a... Je sais plus si c'est un compte qu'elle a créé ou si c'est une partie de son compte Instagram où justement, elle se fout un peu de la gueule des gens très gentiment, mais elle reprend toutes les citations comme ça des gens qui parlent de littérature de manière un peu ronflante et qui disent la littérature est une... je sais pas quoi, attends, c'est quoi les trucs qu'ils racontent à chaque fois? Des trucs comme ça, insupportables, quoi. Un peu genre remerciement au César, le cinéma. Oui, exactement, ouais. Tu vois. Lire, c'est vivre, et vivre, c'est un peu mourir. Allez, ta gueule.
Tu vois, ce genre de choses qui en plus ne veulent rien dire. Je veux en parler, moi, de la littérature de la manière la plus tranquille possible. De dire, ça, j'aime bien, ce perso-là, j'aime bien, ça m'a retourné, mais pas artificiel, quoi. Tu vois, la dernière fois, j'ai écouté une interview d'Adeline Dieudonné que j'adore, et qui parlait de son livre Dans la jungle. Et je comprenais tout, tout était clair, et elle te disait, on parlait simplement. Elle se la racontait pas, voilà, c'est juste ça. Et du coup, à tous les gens qui te disent aussi leur rituel d'écriture, ça rejoint un peu ce que je te disais sur la table de chevet. Et les gens qui ont des rituels comme ça le matin, ceux qui te disent moi le matin, quand j'écris un roman, je me lève, je vais faire un câlin à un arbre dans la forêt. Et après, je vais, je sais pas quoi, ça m'intéresse pas. Toi, t'as accepté le gap entre la personne que tu fantasmais être et la personne que t'es ? Ouais. Ah ouais ? Ouais. Pour toi, c'est un gap, il y a un... Ah bah c'est... Oui. Enfin, il y a ce truc de... Je m'achète une tasse un peu vintage, je suis réalisatrice. Ouais. Aucun lien. Ouais. Mais il y a un truc de... Si tu te donnes le contour, le lore dans la vie, tu vas accéder à la chose du milieu que tu vises. Tout est faux. Ouais. Mais je Ce qui ne nous empêche pas de continuer à le faire. De se fabriquer comme ça. Oui, mais en ayant toujours en ligne de mire ce truc fantasmé qui n'existe pas. Maintenant, je crois que ça va un peu mieux, mais des fois, faut bien se remettre en question de ok, pourquoi est-ce que je veux atteindre ça ? Et des fois, c'est pas du tout les bonnes raisons, c'est pas du tout. C'est quand la dernière fois, par exemple, que t'as fait ce truc-là ? Je pense sur l'écriture, tu vois. En fait, j'ai l'impression que je fantasme un peu ce truc de là, je bosse sur beaucoup de projets scénarios en même temps. Je suis là, la vie de scénariste, non. Dans les faits, c'est juste moi qui, à chaque réunion d'écriture, suis saoulée. Et lève les yeux au ciel dès que quelqu'un parle. Ouais. Et je suis là, j'ai l'impression que ça n'avancera jamais et tout. Et donc, c'est pas du tout l'image romantique que j'avais du truc. Mais c'est comme quand... C'était chez qui que tu disais ça ? Je sais plus dans quelle interview. Tu dis que toi, t'as écrit. À la fin, ton chat, il sentait la clope. Ouais. C'est chez Sophie Marie Larouille, je crois. Non, c'était sur Nova, peut-être, je crois. Ah oui, chez Charline Roux. Ouais. Oui, parce qu'elle me posait la question de comment est-ce que j'avais écrit, je crois, justement, sur les rituels d'écriture et tout ça. Et oui, on a eu la même conversation que celle qu'on a là, un peu sur... c'est Instagram réalité, en fait. C'est un peu ça, le truc. C'est comment est-ce que je me voyais faire les choses et comment est-ce que ça s'est fait vraiment. Et c'est vrai qu'au début, quand je me suis lancée dans ce truc, l'écriture de ce roman-là, je m'étais dit, déjà, je vais adopter une routine hyper carrée où je vais écrire de telle heure à telle heure... avec un plan, je mets des petets post-it et tout ça. Puis en effet, en fait, j'ai ce bouquin-là, même si j'ai réussi à partir un petit peu en résidence d'écriture, et on reviendra peut-être sur ce terme-là, et en fait, je l'ai écrit ici en fumant 1 milliard de clopes, et vraiment, un jour, je prends mon chat dans les bras juste après, et elle sentait la clope, et j'ai si honte, pardon, m'attrape pas la veste, je sais que c'est pas bien. Mais en fait, ton chat fume en cachette aussi, il faut le dire. Donc, elle se roule des grosses clopes quand je parle. Mais oui, voilà, ça typiquement, ça décrit parfaitement ce qu'on est en train de se raconter, quoi. Ça veut dire plus t'écris, plus tes poumons, ça va pas. C'est une catastrophe. J'aimerais bien réussir à écrire sans fumer, mais j'y arrive pas. Et donc là, premier roman officiel qui n'est pas un récit comme le premier, enfin comme La Gosse. Le stress est différent, t'as dit ? Ouais, le stress est différent parce que c'est un roman, donc. Alors que pour La Gosse, je savais que, et dans sa réception, et dans la manière dont moi j'allais devoir défendre ce livre, il allait être question que de moi, en fait. C'est-à-dire que je sais que les gens pouvaient pas être hostiles, tu pouvais ou pas aimer le bouquin, mais comme ce que j'y racontais, c'était ma vie, je sais que les gens pouvaient pas dire vraiment ta vie pas ouf. Le personnage il est plat. Ouais, c'est ça, exactement. Trop peu de rebondissements, on se fait chier. Tu vois, oui, voilà. Tu vois, c'était pas des personnages, c'était moi et tout, donc il y avait pas ce truc-là. Alors qu'avec le roman, t'es bien placé pour le savoir, comme tu fabriques une histoire, même si c'est avec des éléments de ta vie et tout ça, du début jusqu'à la fin, t'es quand même responsable de ça. Il faut que l'histoire tienne la route, il faut que les gens aient envie de continuer à le lire et tout. Donc ça m'a mis une pression énorme, et pendant l'écriture, et au moment où il est sorti. C'est vraiment pas du tout la même chose. Un récit, c'est du rangement, quoi. Tu t'ordonnes les choses, tu mets des petits bouts d'histoire dans l'ordre. Le roman, t'as le début, la fin, et encore, moi, j'avais même pas la fin quand je l'ai commencé. Et ouais. Ouais.
Et tu dois te démerder. D'ailleurs, je l'ai même changé 2 semaines avant de rendre le manuscrit. On a changé plein de trucs. Pas mal, ouais. Oh là là. Ouais. Ça, moi, ça me fascine. Ouais, c'est marrant. Le fait que... Enfin, moi, quand je reçois un truc culturel, enfin une fiction, dans ma tête, c'est ça qui est arrivé. Et j'en parlais avec Rebecca Zlotowski il y a pas longtemps. Meilleur épisode que t'as fait. Oh, merci. Je l'adore. Elle est fabuleuse. Et elle me parlait du fait que Vie privée, donc avec Jodie Foster et Virginie Efira, il y avait une version du scénario où il y avait du désir entre elles et machin. Et j'étais là, mais non, ce n'est pas possible. C'est fou, ça. J'ai vu l'histoire, ce n'est pas ça. Et il y a un truc d'où tu te permets de modifier la réalité de cette histoire. Et mais toi, t'arrives à... Parce que moi, j'ai jamais écrit vraiment de pure fiction, et ça a toujours suivi quand même vachement la réalité. Et du coup, ça doit un peu te retourner le cerveau, en vrai. Ouais, quand tu changes quelque chose. Oui. Et alors, quand tu changes un événement dans le bouquin, en l'occurrence la chute, la fin, et puis aussi quand tu changes un personnage, il y a un personnage dans le bouquin que j'ai totalement twisté. Genre, tu le mets dans de beaux draps ? Non. Non, mais... Tu veux dire, quand il lui arrive des bricoles ? Oui. Non, sa personnalité était plus le même. En gros, il était plutôt... Alors, le fils, en effet, Thomas, je l'ai complètement changé aussi. Okay. J'y avais même pas pensé, mais lui aussi, il n'était pas comme ça au début du bouquin. Et le père aussi. En fait, c'est marrant, c'est les hommes que j'ai vachement... Parce qu'ils changent tout le temps, ils retournent tout le temps leur veste ou quoi, la team ? Parce qu'on sait pas quoi faire de vous, en fait. Mais ça je le fais vraiment facilement et ça me pose pas de problème. Je me dis pas ah là là, je suis en train de trahir mon personnage, pas du tout. Moi je veux juste arriver à finir ce bouquin. Donc combien de temps tu as mis pour l'écrire ? J'ai mis 1 an. Ah, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, ouais. Après c'est pas beaucoup, je me rends pas compte, mais je crois que c'est pas au beaucoup. moment où je me suis lancée dedans, je me rendais à dire c'est pas beaucoup pour 1 an en roman. Ouais, parce que encore une... Alors ça rejoint aussi un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, parce que t'as aussi plein de gens qui te disent oui, en fait, ce livre, il était déjà dans ma tête depuis 7 ans et demi et tout. Non, en vrai, entre le moment où tu t'es mis sur ton ordi et où tu l'as terminé, il s'est pas passé 7 ans. C'est que peut-être qu'en effet, tu l'avais dans la tête et il a un petit peu progressé dans ta tête, quoi, avant que tu te mettes à l'écrire. Il a évolué, mais le travail d'écriture, je sais pas si... Tu vois, vous avez pas écrit à la recherche du temps perdu, les gars, calmez-vous. Donc tu sais pas non plus... à moins que tu sois Proust. Moi, je comprends pas comment les gens font pour rester longtemps sur un truc. Voilà, c'est ça. Franchement, au bout d'un moment, t'es plus la même personne entre le début et la fin. Exactement. Et puis, par ailleurs, t'es saoulé. Moi, franchement, à la fin, je m'étais dit, ah là, putain, ce bouquin, là. Rentre chez toi. Ouais, c'est ça. Je pouvais plus saquer mes personnages et tout. Non, mais en plus, c'est une connerie ce que je dis, parce que bien sûr qu'il y a des gens qui écrivent longtemps parce qu'ils ont besoin de prendre leur temps et que ils sont percutés par des choses pendant l'écriture et que du coup ça rallonge le temps d'écriture. Après, tu vois, faut pas exagérer non plus. Moi, j'adore mon livre et tout, mais c'est un petit roman. J'allais pas non plus y passer 3 piges. Et puis par ailleurs, 1 an où j'ai fait quasiment que ça parce que j'étais au chômage. Donc j'avais le temps aussi, tu vois, matériellement. Alors j'ai pas écrit tous les jours pendant 1 an. Mais il y a des fois donc où je suis partie dans la maison des parents d'une copine où j'ai fait que ça pendant 2 semaines. Ça et fumer des clopes. Et du coup voilà, c'est vraiment température ressentie et température réelle. Tu peux avoir l'impression d'avoir mis beaucoup de temps sur un bouquin et en fait mis bout à bout, j'aurais pas mis tant de temps que ça. Tu étais agacée par ton personnage principal au début quand t'as commencé à écrire ? Quand j'ai commencé à l'écrire, non. Et en fait, plus je l'étoffais et plus je me disais putain, elle est vraiment insup. Mais elle était insup comme on a une copine parfois qui fait des trucs, qui fait que de la merde, tu vois, où tu sais qu'à chaque fois qu'elle t'envoie un texto, c'est parce qu'il lui est arrivé un truc. Tu dis ouais putain meuf, tu sais pas ce qui m'arrive. Je suis dans un autre pays, tu vois, la meuf elle se réveille dans de beaux draps. Finalement. Tu sais pas ce qui m'arrive, meuf, je suis dans de beaux draps. Non mais tu vois, on a tous des potes comme ça, qu'il arrive que des galères. Souvent parce qu'ils les provoquent, tu vois, qui font un peu... Et j'ai été probablement cette pote-là. Et donc c'est plus dans ce sens-là que je la trouvais un petit peu imblairable, où vraiment elle faisait des conneries, où t'as envie de la secouer. Et puis j'aimais bien aussi l'idée... c'est ce que fait vachement bien, c'est ce qu'a hyper bien fait Maud Ventura dans
dans son livre célèbre. Qui est le meilleur truc que j'ai lu de 2025. Qui est vraiment super, et où elle raconte ça, où elle s'est lancée comme défi de construire tout un livre autour d'un personnage féminin qui est insupportable, qui a beaucoup de défauts, qui est aussi très lucide, un peu comme mon personnage, qui est assez lucide sur elle-même, qui sait qu'elle n'est pas une belle personne. Mais qui n'est pas non plus une horrible personne. Qui n'est pas non plus une horrible personne, absolument. Et je l'entendais, Maud, dans une interview, dire que voilà, ça l'intéressait de faire ça, de se créer ça comme défi, de dire bah voilà, je veux que les gens s'attachent suffisamment à ce personnage qui a quand même plein d'aspérités, plein de trucs pas aimables, quoi. Et de faire en sorte quand même qu'ils aient envie de savoir ce qui lui arrive. Je trouve ça hyper intéressant comme démarche dans l'écriture, parce que si t'as juste envie de faire un personnage féminin mignon, à qui il arrive que des trucs, la pauvre, c'est pas de sa faute et tout. Ouais, c'est facile de rendre un personnage attachant si il est dans la bonne position tout Exactement. le temps. Ouais. Et évidemment que c'est plus stimulant et à écrire et j'imagine à lire quand ce sont des personnages qui sont comme ça un peu complexes. Tu vois, elle est compliquée. Et comment on fait pour soi en tant qu'autrice aimer ce personnage quoi qu'il, et comment on fait pour que les lecteurs l'aiment aussi quoi qu'il? Ouais, ça c'est hyper intéressant. Et j'en avais parlé, je crois, dans une autre interview aussi, où j'avais cité une conversation que j'avais eue avec Pénélope Bagieux, notre star à toutes, qui fait de la BD et des livres fantastiques. Et on avait eu une grande discussion sur ça. Et je crois que justement, je lui avais dit, putain, mon bouquin, là, c'était une période où je bloquais un peu, où je lui disais, ça me fait chier de les retrouver le matin, j'ai du mal à écrire mon bouquin parce que à le poursuivre, parce que vraiment j'ai pas envie de les retrouver, ils me saoulent, tu vois, ils m'agacent, quoi. Et elle m'avait dit que elle aussi ça lui était arrivé pour certains de ses bouquins, et que elle s'était pas forcée, mais qu'elle s'était dit faut quand même les aimer, ces personnages, tu vois, il y a un côté un peu, tu joues aux Sims, quoi. Donc il faut trouver un moyen d'avoir plaisir à les retrouver à chaque fois. Et me disait, c'est normal qu'à certains moments, et ça veut dire qu'il faut que tu fasses une pause dans l'écriture de ton livre, qu'à un moment tu puisses plus les saquer. Mais il faut quand même toujours garder une tendresse pour eux, y compris pour les personnages qui sont pour le coup des sales mecs ou je sais pas quoi. Tu vois, il faut créer un truc, un lien vraiment très particulier entre toi, l'autrice, et tes personnages que tu as fabriqués de toutes pièces. Elle m'a pas donné de recette magique, mais elle m'a dit, ouais, faut les aimer, quoi. Et à partir du moment où toi, tu prends plaisir à continuer à les augmenter, quoi, à leur ajouter des trucs, à leur faire arriver, à ce qu'il leur arrive des histoires et tout, bah, a priori, le lecteur, ça va être pareil pour lui. Il va avoir plaisir à les découvrir aussi au fil de sa lecture. Je crois, j'espère. C'est fou quand même comme métier d'essayer d'aimer des gens qui n'existent pas. Ouais, c'est dingue. C'est vrai quand on y pense. Mais ouais, bien sûr. Et puis surtout, là, en l'occurrence, de personnages masculins qui dans mon bouquin sont quand même détestables. Mais t'arrivais à quand même leur retrouver un petit fond de... Ouais, toujours. I'm gonna save him. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, parce que déjà, je trouve qu'on le fait quand même beaucoup dans la vie avec les hommes en général. Et sinon, on les supporterait vraiment, vraiment pas. Et en l'occurrence, il y en a plein que je supporte vraiment, vraiment pas. Mais de se dire, bon, bah, ouais, voilà, il y a peut-être ça à sauver ou ça. Et ça, je l'ai fait sur mon personnage masculin principal qui s'appelle Niels, qui est donc un mec dont la femme a disparu. Et dans tout le passage qui le concerne, puisque c'est un podcast, donc c'est un épisode de podcast où il parle de lui et de son histoire avec sa femme. Et je lui fais juste dire un truc où il se plaint un moment de ce qu'on veuille cancel Alain Souchon parce qu'il a fait une chanson qui s'appelle Voir sous les jupes des filles. Et où il dit, mais quoi, putain, on peut pas écouter cette chanson-là parce que il dit qu'il faut qu'il y a du plaisir à aller voir sous les jupes des filles. Et c'est insupportable à entendre, mais je pense qu'il y a plein de mecs qui se disent ce genre de choses. Mais à ce moment-là de l'écriture, je me suis dit, oh, petit chat, vraiment, t'es vraiment dérangé parce qu'on dit qu'une chanson est pas géniale, tu vois. Ouais, mais il y a plein de façons de voir Enfin, ça dépend si c'est une métaphore. Bah, c'est juste la métaphore du désir et des garçons qui découvrent ça. Donc, oui, soit. Maintenant, si tu la prends au premier degré, bah, évidemment. Enfin, je sais pas, il y a tellement de lectures possibles, en vrai. Ouais, mais en tout cas, ça m'intéressait plus d'en faire un personnage qui est comme ça, un petit peu excédé, dépassé par l'époque et tout,
que juste d'en faire un gros con. Il peut être les deux. En l'occurrence, il est un petit peu les deux. Mais c'est vrai que parfois, quand j'entends des gros boomers, des hommes de plus de 50 ans aujourd'hui, être avec toi vraiment... dans la grande librairie. Ouais, non, pas lui. Yo, ici la Fanny du montage. On fait référence ici au fait que Nadia a été invitée dans l'émission La Grande Librairie, donc émission littéraire prestigieuse de France Télé, présentée par le GOAT himself, Augustin Trapenard. Et juste à côté d'elle, parmi les invités, il y avait Frédéric Becbédé, qui a déjà prononcé la phrase « Je suis féministe car j'ai 2 filles ». Mais quand j'en entends certains être comme ça, désolés par l'époque, je les comprends pas du tout, parce que, vas-y, cousin, c'est comme ça, quoi. Les choses changent, heureusement. Mais j'ai parfois une toute petite pointe de tendresse pour ces mecs-là, pour qui, effectivement, voilà, ils ont vu le monde changer, ils ont pas pris le train en marche, et ça leur fait tout bizarre, quoi. Ça leur fait tout bizarre. Ouais, ils sont tout... Tu vois, c'est vraiment... En plus, je trouve que vraiment, très souvent, les boomers comme ça, ils ont des têtes de... C'est des gros bébés, quoi. Je dis, vous m'avez pas dit qu'on avait dit qu'on jouait à ça, et en fait, tu vois, ils sont un peu... Bon, après, je peux pas... Je les aime pas beaucoup non plus, hein, mais il y a toujours un petit moment où je me dis, pas facile de vieillir. Hein. C'est quand la première fois que t'as entendu parler des disparitions volontaires ? La toute première fois, je pense que c'était donc sur un site internet qui s'appelle Les Jours, qui est super, qui avait fait une enquête sur les disparitions volontaires. C'est un site qui fait vraiment des... C'est pas une petite brève, quoi. C'est des articles costauds, en plusieurs volets, et tout ça, hyper bien construit. Et qui avait consacré une série d'enquêtes au phénomène et à des cas particuliers de disparitions volontaires. Et là, c'était hommes et femmes. Et je m'étais pas tout de suite dit je vais en faire un bouquin, mais je l'avais archivé dans un coin de ma tête, et j'y revenais régulièrement. Et puis surtout, en fait, ça m'a donné envie après de creuser le truc et d'aller voir sur Internet, parce que j'ai pas enquêté sur le terrain, tu vois, mais de lire des histoires comme ça. J'ai passé beaucoup de temps sur Reddit, où ce qui est le meilleur et le pire de l'humanité, Reddit. Vraiment, ouais. Ouais, mais je peux y passer des heures. Tu vas aussi beaucoup sur Reddit ? J'y vais parce que c'est le seul endroit où les gens ont des questions aussi précises que moi sur des sujets. Ouais. C'est des questions parfois tout à fait random. C'est niche, hein. Et surtout hyper niche. Ouais. Et tu vois, sur l'hypocondrie, par exemple, il y a des gens, ils vont pas, c'est fini, Doctissimo et tout ça, ils vont sur Reddit pour dire, et parfois ils postent des photos de, je sais pas quoi, d'une verrue, d'un truc comme ça, et ils attendent vraiment que la communauté leur vienne en aide. Alors c'est vraiment pour 50 balles, tu peux te la faire analyser. Alors par que l'IA. mec, même bien sûr, demandez-moi, je vous filerai le truc. Et en fait, sur Reddit, t'as plein d'histoires comme ça, soit des gens qui ont été témoins et qui racontent ça, qui disent, putain, dans ma ville, en fait, il y a une meuf, une mère de famille, du jour au lendemain, elle était plus là. Et tout le monde y va, évidemment, de sa petite théorie, et souvent de son petit jugement. Et puis parfois, t'as aussi des gens qui ont disparu comme ça pendant 2 années et qui sont revenus après parmi les leurs, et qui racontent ça. Ouais. Ah, salut. Salut les miss. T'as déjà pensé, tout le monde a déjà pensé à qu'est-ce que ça ferait si je disparaissais, mais t'as déjà eu genre 1% de toi où tu te dis peut-être je le fais. Ouais. Et tu crois pas qu'on l'a tous pensé de manière vraiment peut-être très très furtive ? On s'est tous dit un jour, en tout cas, vas-y, ils me font tous chier, je vais me casser. Peut-être pas au bout du monde, tu vois, mais je vais disparaître, ou ne serait-ce, ça veut pas dire disparaître complètement, mais ou juste imaginer partir 1 mois sans prévenir personne et leur dire, fuck it, je suis plus là pour personne. Tu crois pas qu'on a tous un peu... Non. Enfin, en fait, moi, dans l'idée, oui. Dans les faits, non, parce que c'est trop dur, je crois. C'est trop dur de disparaître. Et puis, c'est beaucoup de regards. Hein. Ouais, et puis, genre, il y a aucun endroit que j'aime plus que être chez moi, donc ouais, ce serait très aussi, facile à retrouver. Ouais, c'est vrai. Tu peux changer de pièce, éventuellement. Ouais, mais bon... Non, je pense dans les faits. Par contre, j'ai énormément eu ce truc dont... Je sais plus si non, je pense que t'en parles dans le livre aussi, pas qu'en interview. Ce truc de... Si je pouvais peut-être juste avoir un petit accident. Ah, alors ça, c'est vraiment comme un truc ça, 2 semaines, fou. je suis à l'hosto, personne me demande plus rien, ça fait plaisir. Rien n'est grave pour personne, mais indisposé à toute réponse. Exactement. Et ça, c'est incroyable, et j'avais pas mesuré l'ampleur du truc. Je crois que pareil, c'était en interview.
Et donc je disais ça, je disais oui, je crois que je parlais beaucoup des femmes parce qu'il me semble que ça concerne plus les femmes qui se sont dit un jour ouais putain, une petite grippe, une petite jambe dans le plâtre, juste un truc, je vais justement rester chez moi. Mais c'est une manière de disparaître aux yeux des autres et aux demandes des autres. Et le truc a été posté sur Instagram et je m'attendais à me faire défoncer et c'est arrivé un peu sur ce truc-là, mais pas tant. En revanche, et on en parlait après avec la personne qui a fait l'interview et qui a suivi aussi les réponses sur le post Instagram. On a halluciné sur, mais je sais pas, des centaines de messages de meufs qui vraiment racontent la même chose. Et des mères aussi, parfois. Et franchement, c'est courageux d'oser dire ça sur un commentaire sur Instagram, parce que par ailleurs, elles aussi, elles se sont fait défoncer après, et qui disait parfois, il m'est arrivé d'espérer avoir un petit pépin de santé, mais un pépin mid, quoi, tu vois, pas juste un truc où t'es hors service pendant 2 ou 3 semaines. Et puis, t'as aussi des meufs qui racontaient et qui disaient, bon, bah voilà, moi, en fait, il y a quelques années, j'ai eu un cancer, et j'ai pas pu m'empêcher de me dire, même si j'étais très inquiète et très malheureuse, ah putain, qu'est-ce que je vais être bien à l'hôpital sans personne pour venir me faire chier. Et vraiment, pour qu'on soit aussi nombreuses à avoir pensé ça, et encore une fois, vraiment même de manière, ça peut durer 2 secondes, tu vois. Et c'est quand même fou. Et il y a aussi quelques meufs qui racontaient cet autre truc et qui disaient, il m'est arrivé peu de temps après avoir eu mon premier enfant ou mon deuxième enfant, peu importe, d'être au volant de ma voiture et de m'être dit, ce petit platane à droite là, je pourrais me le prendre pas trop fort pour pas mourir. Mais juste, je trouve ça fou. Doser la puissance du platane, ouais. C'est un skill que j'ai pas parce que j'ai pas le permis. Donc, oui, non. Mais voilà, je trouve ça fascinant et ça a vraiment dépassé, même si j'avais ce truc-là en tête pendant l'écriture du bouquin, ça a dépassé tout ce que je pouvais imaginer en termes d'ampleur et d'intensité de ce phénomène-là, de se souhaiter du mal pour aller bien. C'est fou quand même. Bah, c'est symptomatique du fait que les gens en ont gros sur la patate. Ouais, je crois, ouais. On a gros sur la patate et puis gros sur leurs épaules, peut-être surtout. Ça dit quand même beaucoup de choses de l'épuisement, du burn-out et tout. Quoi, on est fatigué. T'as eu une enfilade d'années vraiment compliquées. Merdique. À naviguer entre 2018 et 2022, genre. Même un petit peu avant. Donc t'as eu une vague de harcèlement sur Internet suite à une chronique et puis suite au fait que tu existais en tant que femme. T'as eu des deuils qui s'enchaînaient, t'avais ta fille qui était ado, enfin même enfant-ado. Ces dernières années, c'est plus calme. Est-ce que t'as eu une sorte de sas de décompression de maintenant j'ai du temps de cerveau, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, il s'est passé 2 choses. C'est que avant ce moment-là, qui est arrivé en effet, maintenant c'est calme, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a d'abord eu le moment où je me suis effondrée. Parce qu'en fait, pendant toutes ces années-là, je pouvais pas. Il fallait que je m'occupe de ma fille qui était petite. Tu vois, quand son père est mort, elle avait 11 ans. Donc il fallait être là pour elle, évidemment, être sur là même, être vraiment méga investie dans ma parentalité, dans le soin qu'il fallait lui apporter. Il fallait travailler aussi, parce que mère célibataire, j'avais pas de thunes à une époque, il fallait que je travaille, quoi. Moi, si j'arrête de bosser, il y a personne qui peut payer mon loyer. Et donc, j'étais vraiment sur le front, quoi, pendant quand même plusieurs années. Et je me rappelle qu'il y a plein de gens qui me disaient, oh là là, qu'est-ce que t'es courageuse et tout, notamment quand, pendant cette période de harcèlement et où j'allais hyper souvent au tribunal pour confronter ces mecs-là qui soient condamnés et tout, et je lâchais rien. Et je sais pas si le courage, c'est le bon terme, parce que j'avais pas trop le choix, quoi. Il fallait que je tienne. Et en 2023, en effet, tout s'est un peu arrêté. J'avais plus de galère. Mais je me suis quand même retrouvée, j'ai arrêté de bosser, je me suis retrouvée au chômage. Et là, d'un seul coup, toute l'énergie que j'avais mobilisée pendant toutes ces années pour que tout tienne à peu près bien, elle s'est totalement effondrée. C'est que vraiment, je me suis levée un matin en me disant... à quoi bon ? J'étais vraiment c'est comme méga être malade le premier jour des vacances, quoi. Mais c'est la meilleure analogie. C'est vraiment exactement ça. Et ouais, c'est exactement ça. Et donc là, j'ai fait ce truc-là que je conseille à tout le monde qui est traversé par ce type de pensée et d'état à ce moment-là. J'ai pris des antidépresseurs.
Et ça a été très vite mieux. Vraiment, le Zoloft. Ah, directement, t'as trouvé le bon ? Ouais. En plus, j'ai eu de la chance, ouais. Ouais. Et avec très peu d'effets secondaires et tout. C'était vraiment super. Et Xanax aussi, à ma vie. Donc, j'ai d'abord eu quand même ce moment-là d'accablement extrême. Tout ce qui m'était pas autorisé pendant toutes les années d'avant parce que j'avais pas le choix et qu'il fallait tenir, bah là, j'avais du temps devant moi. Et du coup, ce temps-là, je l'ai employé à être vraiment en bad. Donc, il y a eu ça, donc il y a eu de reconstruction et tout ça, le antidépresseur. Et puis, après, il y a quand même toujours ce truc du... voilà, j'ai traversé un cycle de merde. Est-ce qu'il est totalement fini ? Tu vois ? Donc, à être toujours... à l'affût, comme ça. Un petit peu à l'affût, quand même, une espèce de forme d'hyper-vigilance. Et d'ailleurs, j'ai eu raison, parce qu'à ce moment-là, j'ai eu un gros pépin de santé. Et puis voilà, je sais pas. Et maintenant, tu la mets où, l'énergie que... Parce que quand t'as vécu des années en étant en conflit, dans la colère tout le temps, maintenant, elle va où, cette énergie-là ? Je sais pas si j'ai toujours de l'énergie, justement. Je pense que ça m'a un peu vidé mes stocks d'énergie. Je me traîne quand même beaucoup, moi, là. Je fais des trucs et tout, je travaille, j'ai écrit ce bouquin et tout, mais j'ai pas de moteur, quoi. Je suis un peu à sec. Tu vois. Je suis fatiguée, quoi. Je sais pas comment te le dire autrement. Et c'est vrai que cette colère-là, qui m'a traversée pendant toutes ces années, qui est pas née de rien, c'est parce que vraiment j'ai eu que des galères. C'est-à-dire, ça a commencé en 2016 avec la mort de mon père, qui était vraiment en plus dans des conditions atroces, dont j'ai très peu parlé, voire pas parlé, mais qui était vraiment un pur traumatisme. Et tout de suite après, donc la mort du père de ma fille, le harcèlement, ça a été vraiment des shitty years, là. C'était terrible, c'était nul. Vraiment, je recommande pas. Et quand tout ça s'est arrêté, je sais plus quoi faire, parce qu'en fait, toute cette colère-là, ça a été une forme de carburant. Tu vois, j'ai fait plein de choses, j'ai déménagé plein de fois, j'étais à fond sur les réseaux, à me vénérer contre plein de trucs, j'ai signé 1 milliard de tribunes et tout, j'étais vraiment méga mobilisée, quoi, et dans ma vie et dans la vie collective. Ça m'intéressait de m'impliquer dans le féminisme, un petit peu l'écologie et tout. Enfin, vraiment, j'étais à bloc, quoi. Et quand cette période-là s'est arrêtée, j'étais à sec, j'avais plus d'énergie. Et donc, je me suis un petit peu désensibilisée, un petit peu désengagée aussi, quand même, je crois. De quoi t'as envie ? Ouais, c'est deep, hein. De quoi j'ai envie ? Ouais. Là, en ce moment, rien me rend plus heureuse que de me coucher tôt. Tôt, c'est quoi ? C'est vraiment très tôt. Avant 21 ? Oh, quelle heure ? Là, il m'arrive parfois... 19h30 ? Ouais. Oh. Mais petit film, petite série ? Petit, c'est à 19h45, il n'y a plus son père. Hein. En fait, peut-être que je suis pas bien dosée en Zoloft. Non, vraiment, ça n'a rien à voir. C'est juste que j'adore dormir. Je me lève très tôt. Ah oui. C'est juste t'es décalé. Je me lève à 5h30 du matin. Oh. Ouais, pour le travail, mais par ailleurs, quand je travaille pas, je me lève à 6h30. Ah oui, pour la télé. Tu vois, pour la télé, ouais. Mais et puis aussi parce que juste, ça c'est un truc que tu verras, c'est que vraiment en vieillissant, c'est fini, on se lève plus tard, quoi. Même mais il y a une explication scientifique à ça ? Je sais pas, parce qu'à un moment je m'étais dit, est-ce que c'est parce que on a eu des enfants, on s'est élevé très tôt pendant des années, et voilà. Je dis non, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants à qui ça arrive aussi. Ça doit être physiologique, biologique, j'en sais rien, mais c'est vraiment, et tu peux avoir dormi 3 heures et être couché à 14 grammes, 6h30, tu seras quand même réveillé. Mais ça me dérange pas parce que je suis vraiment du matin. Et moi, vraiment, je me réveille le matin, je peux faire plein de trucs et tout. Et après, je décline comme ça, au fur et à mesure de la journée. Et à 17h, je sers vraiment plus à rien. Il faut vraiment rien me demander. J'écris rien, j'écris pas une phrase et tout. Je suis nulle. Et puis 19h30, enfin, pas tous les jours 19h30, mais au moins 1 ou 2 fois par semaine, je suis au lit à 19h30. C'est sublime. C'est magnifique. Mais tu kiffes le moment entre 17 et 19 où t'es cuite ?
Ou est-ce que même dans ta tête, c'est un peu la douleur de allez, je vais au lit là, c'est bon, fini, bonsoir. Genre, en tout cas, il y a toujours un moment où je me dis allez meuf, va te coucher, ça sert plus à rien là. Mais oui, j'aime bien. De toute façon, moi j'aime bien tous les moments de la journée, vu que la journée elle est courte, quoi. Tu vois, vraiment, Non, tu la commences tôt. Hein. Oui, je la commence tôt, mais par exemple, je suis totalement débarrassée du qu'est-ce qu'on va faire ce soir. Moi, je sais ce que je vais faire ce soir. C'est Nora Hamzaoui dans son spectacle qui raconte ça, et c'est vraiment, t'as tellement raison, ma sœur, où quand elle se couche, elle fait et moi vraiment, je m'entends dans mon lit, et parfois ma fille qui est dans sa chambre m'entend de l'autre côté, elle me dit vas-y maman, arrête, tu fous la honte là, parce que vraiment je fais ce son est vraiment très bizarre, mais je pousse un râle je te jure, c'est presque érotique, hein. Mais comment c'est bon d'être dans son lit, putain, c'est tellement bon. En plus, il y a mon chat là et tout, et je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Et parfois, j'ai un bouquin, parfois, j'écoute un podcast, parfois, je regarde un film. Et puis voilà, mes yeux, ils se ferment, et je me dis, c'est que ça va, franchement, ma vie, elle doit être cool pour que je puisse m'endormir comme ça si facilement. Je suis pas anxieuse et tout. J'adore. Et je commence à penser à mon sommeil à partir de 17h, tu vois. À me dire, dans 3 heures, Inch'Allah, dans 0 dodo, je fais dodo. Ouais. Dans 0 dodo, je fais dodo. Et vraiment, je suis pas la seule. En fait, j'écoutais le podcast de Amy Poehler. Ouais. Et elle interviewait Gwyneth Paltrow, et elle se disait que ce qu'elles adoraient faire dans la vie, c'était dîner tôt. Ouais, moi aussi, ça j'adore. Et Amy Poehler, elle disait, moi, toute la journée, je pense au moment où je vais me coucher le soir, et Gwyneth Paltrow était là, genre, ouais, t'as raison et tout. Et... Louder, my ouais, queen. c'est ça, exactement. Et c'était trop mignon de voir ces deux femmes pas en avoir honte ni rien, tu vois, parce qu'il y a vraiment rien de honteux du tout. Mais dire ça, quoi, que le sommeil c'est merveilleux, et il y a plein de problèmes qui vont te sembler gravissimes et tout, et le lendemain beaucoup moins, et tu dis bah non, en fait il fallait juste que je dorme. C'est un peu la même chose que les gens qui vont passer de mauvaises journées, qui vont avoir mal à la tête, qui vont pas être bien et tout, et qui vont se souvenir à 18h que c'est parce que ils ont pas bu, donc ils sont déshydratés. Et d'un seul coup ça va me... à croire que boire de l'eau et dormir, en fait c'est vital. Bah écoute, je crois. J'ai vu sur Reddit. Ouais, moi je l'ai vu sur TikTok, tu vois. Oh putain, c'est que c'est vrai. Non mais effectivement, c'est un truc, c'est un peu con. Alors évidemment que parfois on a des vrais problèmes, et que dormir et boire de l'eau ça suffit pas, hein, ça c'est bien sûr. Mais quand même, tu vois, là on parle quand même beaucoup de self-care et tout aujourd'hui. Le meilleur self-care, c'est dormez si vous pouvez, si vous avez la chance de pas être insomniaque et tout, ce que j'ai été pendant... Ou d'avoir des enfants. Et d'avoir des enfants petits et tout, mais bah voilà, ma fille elle est grande, hein, donc qu'elle kiffe après des années à la voir elle border et tout. Maintenant parfois c'est elle qui me borde, hein, vraiment, elle vient me voir. Sur le front. Ouais, et puis elle sort, et je trouve que c'est le cycle de la vie. Je voulais revenir là-dessus tantôt. Quand tu disais, c'était un thème que j'avais dans la tête, mais que j'avais jamais trop creusé encore et tout. C'est quoi ton rapport? Parce que moi, je suis beaucoup là dans ces questionnements-là actuellement de attendre l'inspiration, l'idée, versus se forcer à, ok, imagine, là, t'as 1 heure, t'as juste une feuille, un bic, qu'est-ce que t'en sors? Eh ben moi, j'ai une alternative à ça. C'est que... Dormir. Dormir et boire de l'eau. Non, parce qu'en effet, t'as ces 2 manières-là de travailler, mais on peut aussi faire autre chose. Et ça fait pas longtemps que je fonctionne comme ça, mais j'ai mon appli Notes sur mon téléphone. Et donc, très, très souvent, j'ai des idées de... Enfin, très souvent, non, mais parfois, je me dis, ah tiens, putain, ça ferait un bon bouquin, ou une bonne chronique, ou machin. Donc je note beaucoup sur mon téléphone, mais de manière totalement aléatoire. Alors parfois, c'est un peu comme quand tu te réveilles la nuit et que tu t'écris ton rêve là, et le lendemain matin tu te réveilles et tu dis ok, saucisson, ondelate, je sais pas quoi, 3 mots qui n'ont rien à voir. Qu'est-ce qu'il voulait dire, tu vois? Donc parfois ça sert à rien, mais donc je me note plein de trucs, et de temps en temps, oui, du coup je me mets sur mon ordi ou machin, et je ressors mes notes, et à partir de là, je cherche quelle est la thématique, le sujet, l'anecdote, le fil que j'ai envie de tirer, quoi. Est-ce qu'il y a des sujets dont tu aimerais parler, ou dont tu sais que tu voudrais parler, mais il y a une résistance de ouf? Ou genre des sujets, moi typiquement, je me dis, il y a des sujets, j'aimerais écrire dessus, mais il faut que j'attende que des gens meurent.
Tu vois, il y a un truc de... Des sujets, donc des personnes. Oui, Ouais. oui, bien sûr. Toi, t'as des trucs comme ça de... J'ai entendu il y a pas longtemps Meg Le Fauve, qui a écrit Vice Versa, qui disait plus ton cerveau est réfractaire à l'idée d'aller vers un sujet, plus en fait c'est nécessaire que tu y ailles, et c'est là que tu vas trouver les trucs bien et tout. Toi, est-ce qu'il y en a comme ça où tu sais qu'un jour ça arrivera? Ouais. Oui, il y en a quelques-uns. Alors, le sujet principal autour duquel je tourne comme ça, et pour écrire de la fiction, c'est justement cette histoire de cyberharcèlement. Je sais pas quoi en faire pour l'instant. Je sais que il faut que je le transforme. Ça peut pas juste être un trauma et ça peut pas juste être une décision de justice. C'est quand même un truc qui a occupé 3-4 ans de ma vie, avec des conséquences folles, des déménagements, enfin, vraiment, ça a changé ma vie. Je sais pas comment le dire autrement. En tout cas, pendant un temps. Et donc, ça aurait du sens quand même de transformer ce trauma et cette mésaventure en quelque chose. Et peut-être même que d'ailleurs, ça va me soigner, parce que je sens bien que le truc est quand même pas tout à fait résolu. Il y a plein de moments, ça m'arrive souvent d'y repenser comme ça et de me dire, mais putain meuf, tu te rends compte quand même que à un moment dans ta vie, il y a des gens qui ont cherché ton adresse et qui ont dit qu'ils allaient te violer, toi et ta fille, avec des tessons de bouteille et tout. Tu te rends compte quand même qu'à un moment, il s'est passé ça pour toi, que le collège de ta fille était sous surveillance policière, c'est pas un truc de ouf? Et oui, c'est un truc de ouf. Et est-ce que je dois du coup faire en sorte que ça m'appartienne un peu plus, ou que ça reste juste un fait divers? Je sais que par exemple, il y a un truc qui me rend ouf, c'est que quand il y a eu tous ces trucs-là, les articles étaient publiés sur le sujet, ils parlaient de ça comme de l'affaire Nadia Dam. Et je trouvais ça dingue déjà d'être une affaire, ça me faisait chier. Puis en tant que journaliste, je me disais, bah non, c'est pas comme ça normalement. C'est moi qui dois faire des articles ou des chroniques au sujet des autres. C'est pas moi qui dois devenir le sujet de quelque chose. Et par ailleurs, ça devrait pas être l'affaire Nadia Dam, ça devrait être l'affaire de ces grosses merdes, l'affaire grosse merde. Tu vois, il y a vraiment un truc qui me scandalisait sur ça. Et donc, parfois, et d'ailleurs on me l'a déjà proposé, hein, je me dis peut-être qu'il faudrait que je fasse un bouquin, une série. Alors peut-être que ça a déjà été fait par d'autres et tout, mais bon, j'ai quand même cette expertise-là, tu vois. C'est un peu comme les livres qui sont sortis récemment de personnes qui sont atteintes d'une pathologie mentale et qui ont un gros problème de santé mentale et qui en ont fait un livre. Ils le disent d'ailleurs, que transformer une souffrance en quelque chose de tangible, c'est-à-dire un livre avec des pages et tout, et donc pouvoir en parler aux autres, ça les a aidés. Peut-être que je pourrais faire ça, mais j'arrive pas à me résoudre à le faire pour l'instant. Pourquoi ? Parce que je suis prise dans ce débat intérieur, là où je me dis, est-ce qu'il faudrait pas passer à autre chose aussi, meuf ? Et j'ai aussi un peu peur qu'on me dise ça, qu'on me dise get over it. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui me le disaient à l'époque, qui me disaient ça va, ça nous est tous arrivé et tout. Pas tant, on est quelques meufs en effet, mais je suis pas sûre que ça te soit arrivé, Jérémy, que quelqu'un menace de venir te violer dans ton sommeil. Et puis j'aimerais pas du tout qu'on me dise elle capitalise sur ça et tout. Alors déjà, ce serait vraiment la moindre des choses. Déjà, par ailleurs, en effet. Et puis je saurais quoi répondre à cette personne. Va chier. Mais quand même, je vois bien que c'est un truc... j'ai pas tranché la question. Donc peut-être qu'il faudrait que j'attende que tous ces gens-là qui m'ont fait chier meurent, comme tu le suggérais, pour le faire. Mais non, je sais pas. Donc ça, en tout cas, pour répondre à ta question, il y a ce truc-là. Et il y a une autre histoire dont je vais pas pouvoir parler là, que je vais pas pouvoir développer, parce que cette personne est toujours en vie et je la déteste. Et j'ai envie d'en faire un... dont tu parles un peu à la fin de la gosse quand même, non ? Quand je parle de mes ex ? Ouais. C'est là où la personne, je pense que tu parles du fait que c'est un peu un pervers narcissique avec qui t'as eu des on and off pendant 4 ans, c'est ça ? Ouais. Okay. Et ça, je me dis, c'est pas du tout, j'ai pas envie de faire mon journal intime dans un livre, hein, mais je sais qu'il y a aussi un truc très romanesque dans cette histoire. Et que... Oui, les mauvaises personnes sont souvent les plus marrantes à mettre en
En récit, ouais. Et là, avec toutes mes copines qui ont écrit mes quelques copines qui ont écrit des bouquins et tout, souvent, on a ce réflexe-là quand il nous arrive des galères, de se dire, à la fin de la conversation, après en avoir débattu pendant des heures en disant, quand même, putain, à la fin, ça finit toujours par, quand même, ça ferait un bon bouquin. C'est un peu comme, ça ferait une belle blague, tu vois, on en rira vraiment dans 10 ans. Ouais. Il y a un peu ça avec le roman, je trouve. Tout ce qui ne te tue pas fait un Goncourt. Exactement. C'est sûr. Au début, tu pensais que t'avais rien en commun avec ton héroïne ? Au tout début, ouais. Puis ton éditrice a dit ma belle. Ouais. C'est quoi votre plus gros point commun avec Blanche ? Bah moi, j'aime bien, ça va paraître très très prétentieux, mais j'aime bien son humour. En fait, elle est dans le... Déjà, elle est très dure avec tout le monde, hein, elle est judgmental et tout. C'est peut-être ça le premier point commun, parce qu'elle est vraiment... elle juge non-stop. Tu juges beaucoup, toi ? Ah ouais. Ah, moi, je vais aller en enfer. Hein. Ouais, je juge vraiment beaucoup trop. T'aimerais changer ça ou t'es comme, tu sais quoi, j'ai accepté ? Ah, je pense que c'est comme être gaucher ou droitier, tu vois. Je peux pas être contrarié, ça, c'est... Gaucher, droitier, méprisant. C'est les trois. Ou c'est les trucs qu'il y a sur ta carte d'identité. Nom, prénom, taille, signe distinctif. Fais toujours... Elle te... fait... Vraiment, lever les yeux au ciel, c'est le truc que je fais le plus, je crois. Pour moi, sur un plateau télé, t'es le point de vue du spectateur. C'est genre... Donc le surmoi. Ouais. Mais ouais, il y a vraiment ce truc de les gens à la télé, ils vont faire tout pour on est cordiaux, on est machin. Et toi, juste ta tête, c'est le point de vue du spectateur qui se dit ah bah voilà autre chose. Le truc avec, je pense que tu penses à Bec BD à la grande librairie quand tu. Oui, mais même juste ta tête qui montre tout. Ouais. Ça c'est. Mais oui, mais Bec BD, j'ai trouvé ça assez agréable comme moment à regarder en vrai. C'est vrai. Parce que il y avait un truc de vous rentrez dedans sans vous chier à la gueule. Ouais. Trop fort. Et ça, du coup, j'ai trouvé ça plaisant à regarder parce que genre vous êtes tous les deux conscients du fait qu'il y a rien qui va. C'est clair. Et moi j'ai bien aimé. Ouais. Après, tu sais, c'était un moment... C'est toujours un peu bizarre, en fait, quand t'es une féministe à la télé et que tu te retrouves à côté d'un mec qui est l'ennemi. Ouais, c'est un peu vos rôles assignés. C'est un peu ça. On vous regarde, battez-vous. Et c'est un peu ça, avec en plus des injonctions contradictoires. C'est que tu vas quand même avoir... les gens pour lesquels tu travailles, c'est-à-dire soit ton employeur, si t'es chroniqueuse dans cette émission, soit ton éditeur, si tu viens défendre un livre, qui va quand même te dire... fais pas tu vois, sois gentil mais fais le buzz. Un peu ça, ce qu'on m'a pas du tout dit à l'Icono, tu vois, mais on m'a quand même dit parce qu'ils savent justement, ils connaissent ma capacité à rouler les yeux jusqu'à, tu vois, l'intérieur de mon crâne. Donc elle m'avait quand même dit fais gaffe. Et en même temps, t'as aussi cette injonction qui je trouvais plus écrasante de ton propre camp où tu te dis putain, si jamais je laisse dire de la merde, je vais me faire défoncer par mes copines. Et par mes copines, y compris des gens que je connais pas, mais par mon propre camp. Et je sais que moi aussi, ça m'est déjà arrivé de regarder la télé et de voir une personne que j'aime bien laisser passer quelque chose et que ça m'énerve. Sauf qu'en fait, il faut bien que les gens se rendent compte que ce qui se passe en plateau, c'est vraiment très très bizarre. C'est beaucoup plus facile dans la vraie vie de dire à quelqu'un mais dis donc Gérard, tu dis de la merde, tu vois. Oui, de toute façon, en plus, tu prends pas les balles. Enfin, déjà, c'est à toi de gérer les conséquences après. Et puis, c'est dur, tu sais, de prendre la parole, par exemple, d'interrompre et de dire je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu aies le droit de dire non, pas du tout. Ferme ta gueule. C'est hyper dur. Surtout quand tu es en minorité comme ça sur un plateau, vraiment ça c'est un vrai truc. Et du coup je me force maintenant, moi qui juge beaucoup, quand j'assiste à un truc hallucinant sur un plateau où des gens disent n'importe quoi, à pas dire mais dis donc la meuf qui pense comme moi et tout, pourquoi est-ce qu'elle intervient pas pour ramener tout le monde à la raison, pour leur dire vous racontez vraiment de la merde, parce que c'est c'est hyper dur. Oui, puis en vrai je trouve c'est pas un devoir. Ouais. T'as raison. Enfin, des fois, il y a des meufs, elles y vont pour présenter quelque chose qu'elles ont écrit, qu'elles ont travaillé, et elles sont pas obligées d'être dans le combat à chaque fois
Et enfin, en fait, c'est ambigu parce qu'à la fois, oui, si personne le fait, tout va passer. Bien sûr. Mais de l'autre, il y a un truc de pourquoi c'est sa responsabilité à Exactement. elle de gérer un gars, et donc elle, on va peut-être plus parler de sa réaction que du livre qu'elle vient présenter. Exact. Ou quoi. Absolument. Et c'est vraiment le risque principal. Et c'est aussi, ça peut aussi arriver dans une moindre mesure, mais ce truc-là du call-out un peu quand t'es féministe et que tu participes à un événement dans lequel il y a 50 autres personnes, et parmi ces personnes-là, un porc, un violeur, un agresseur, je sais pas quoi, ou quelqu'un qu'on vraiment déteste, quoi. Eh ben, on va quand même venir te faire chier. Là, par exemple, il y a une meuf qui est en train de me taguer sur plein de posts Instagram parce que je participe à un festival dans lequel il y a une personne qu'on n'aime pas. Voilà, un homme qu'on n'aime pas, quelqu'un qui est clairement l'ennemi des féministes, qui arrête pas de me taquer en me disant « Ah bah je vois que ça te dérange pas de participer à ce truc-là ». Je dis « Mais du coup, je fais quoi ? Je le vends pas, mon bouquin, je vais pas signer de trucs, c'est à moi de m'effacer, parce que ce mec-là, il va continuer à être invité. Hein. Ils vont pas se dire oh, « Putain, Nadia Dame, elle vient pas. Allez hop, on annule. » Ils en ont rien à foutre, tu vois. Donc c'est vraiment chiant d'aller tirer par la manche les meufs, les féministes et tout, et ça marche aussi sur d'autres trucs politiques, sur l'écologie et tout, et de nous demander d'être vraiment de tous les combats et du coup de renoncer à aller vendre nos bouquins, pardon, mais parfois, je sais pas, moi j'ai envie qu'il marche mon bouquin. Ouais, mais il y a vendre le bouquin et aussi juste vendre ce que t'as mis dedans comme sens, comme valeur, comme machin, quoi. Donc exactement. Pourquoi ce serait toujours aux féministes et aux femmes de se désengager d'un truc pour dénoncer? Donc, tu vois, il n'y a pas d'alternative. C'est que soit il faut qu'on n'y aille pas. Donc, par exemple, j'aurais dû refuser d'aller à la grande librairie, mais ça va pas, non. C'est le Graal pour un auteur, tu vois. Et donc, il y a ça. Mais il y a aussi le risque, si tu l'ouvres, à ce qu'on dise, putain, elle fait chier, elle lui a mal parlé, ou elle est je sais pas quoi. Enfin bon, personne n'est content, quoi. Donc, personne ne sera jamais content. Personne ne sera jamais content, sauf ma mère. Ma mère, elle me trouve super tout le temps. Super de mère en fille. Ouais. Est-ce que tu as peur des fois, et c'est un sujet qui revient un petit peu dans Des filles comme il faut, de tourner en vase clos et de parler que à des gens qui sont déjà convaincus par ce que tu dis? Ouais. Ce qui est pour moi un peu le problème des cercles féministes, des podcasts parisiens, et je m'inclus dedans à 100%. Ouais. Mais tout le monde est déjà d'accord avec toi. Donc... Exactement. À qui on parle? Et est-ce qu'on reste entre nous comme ça et on se tient chaud? Et on dit yes girl. Exactement. T'as perdu ta couronne. Ouais, c'est ça. Putain, mais c'est tellement ça. T'as fait tomber ça. Ouais, voilà, bah oui. Au bout d'un moment, nos sphères militantes et tout, elles ne peuvent pas ressembler que à la section commentaire d'un podcast féministe où vraiment on est tout entre nous, et puis de temps en temps, il y a un mec qui s'est perdu et qui dit pas tous les hommes, tu vois. Ça peut pas... Allié. Ouais. J'ai pas une question, j'ai une remarque. Tu vois. Oh là 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 là. On enfer. Ouais. Oh là là. Blague. Et donc oui, bien sûr, est-ce qu'on n'a pas toute tendance à prêcher des convertis, c'est ça l'expression, je sais plus. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi de lui faire un podcast à Blanche, parce que je crois qu'elle se pose aussi cette question-là. Qui écoute des podcasts féministes, qui réfléchit à ces questions-là, qui est-ce qui a le temps aussi de s'intéresser à tout ça, qui est-ce qui a le temps de lire Mona Chollet, qui est-ce qui a le bagage parfois théorique pour comprendre des trucs. Même moi, franchement, plein de bouquins de théorie féministe, je comprends R, quoi, et puis parfois j'ai pas le time non plus. Et je crois que c'est vraiment une question qu'il faut qu'on se pose un peu toutes collectivement. À qui on parle? Est-ce qu'on essaie de convaincre des gens, de les sensibiliser, Mais de nouveau, il y a ce truc de... Est-ce que c'est à moi d'éduquer les gens? Et c'est un peu un truc sans fin, quoi, j'ai l'impression. Un peu. Mais déjà, si on peut arrêter, peut-être que je l'ai fait d'ailleurs depuis le début de cette conversation, mais si on peut s'efforcer dans nos prises de parole et tout, d'utiliser des mots qui sont vraiment compréhensibles par tout le monde. C'est-à-dire dit je comprends R et ça je sais. Des fois je m'auto-interromps et je traduis. Ouais, putain, ça c'est vrai. Non mais je pensais même pas tellement à ça, même si en effet c'est hyper excluant, et surtout c'est pathétique parce que j'ai 47 ans. Je devrais pas dire ça, je sais pas pourquoi je fais ça. Oui, mais tu le dis pas en mode je comprends R comme disent les jeunes. Tu vois, en faisant des guillemets avec les doigts. Toi, on sent que de manière régulière tu dis que tu comprends R. Oui, j'ai pas fait. Ouais, non, c'est pas fake. Non. Tu vois, je me suis pas dit tiens, je vais placer ça. Public jeune. Ouais. Je suis cool, ok. Et après, je fais le signe de Joule là. Ouais. Alors ça, je l'ai fait vraiment
très souvent. Moi, je sais pas le faire. J'ai un problème de motricité fine. J'arrive pas à faire le J et le J. Le S. Non. Ah, je l'ai. Le J, c'est le S. Ok. Oh, ce sera l'intro. Ce sera l'intro. Quand je disais parler à des mots compréhensibles par tout le monde, c'est par exemple, quand tu dis là là, mais ça c'est du gaslighting. Faut expliquer peut-être ce que c'est que le gaslighting, parce que tout le monde sait pas ce que c'est. Tous ces mots-là qui nous sont rentrés dans nos. Du coup, peut-être on va dire ce que c'est. Oui, pardon. La meuf, elle dénonce et tout, mais elle prend, elle agit pas du tout en conséquence. Le gaslighting, c'est quand tu veux faire croire à quelqu'un qu'il est fou et que c'est de sa faute et que c'est lui qui a pas compris. Et en plus, je trouve que l'histoire, on me l'avait expliqué, l'origine du mot gaslight, elle est dingue. C'est terrible, ça va faire la même chose que ce que je t'ai raconté tout à l'heure sur les immeubles parisiens. Je commence un truc et Jean-Michel à peu près. C'est vraiment Jean-Michel à peu près, ouais. Mais c'est dans un film, et je crois que c'est Hélène Frappa qui l'explique hyper bien. Hélène Frappa, qui est donc une personne qui a écrit beaucoup de livres sur le féminisme, qui a réfléchi qui a écrit un livre sur le gaslighting, et je crois que c'est dans un film. En gros, voilà, il lui dit, elle dit ça sent le gaz, et il lui dit non, pas du tout, c'est dans ta tête, quoi. En gros. Et il meurt à la fin. Alors que non, et à la fin, il a pas une question, il a une remarque. Ah, voilà. Mais en gros, c'est ça, quoi. C'est vraiment faire croire à quelqu'un. Il te dit quelque chose et lui dire pas du tout, c'est dans ta tête. Ouais. Et donc, typiquement, voilà, si ce genre d'expressions qui sont vraiment rentrées, effectivement, dans le langage commun et tout, on prenait le temps, contrairement à ce que je viens de faire là, soit de l'expliquer, soit de le dire avec d'autres mots, mais tout le monde a pas le dico, quoi. Tout le monde a pas la ref. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui revient assez souvent dans ce que tu dis, enfin de la façon notamment dont tu parles de toi, c'est que tu dis beaucoup de choses qui correspondent pas à ce que t'es. Genre quand tu dis je suis pas trop famille, ou quand t'étais enceinte et que tu disais que c'est saoulant de pas pouvoir boire d'alcool alors qu'en vrai tu t'en foutais. J'ai l'impression que il y a des postures dans lesquelles tu t'affiches qui correspondent pas nécessairement à la réalité. Tu dis souvent que t'es une grosse branleuse aussi. Ça, c'est vrai. Alors, on m'a dit, Pénélope en l'occurrence, m'a dit que c'est archi faux. Toi contre elle, battez-vous. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est... déjà, pourquoi est-ce que tu mets souvent ces images-là sur toi? Genre, se donner l'image un peu de meuf qui adore l'alcool alors que tu t'en bats les couilles à ce moment-là. Ouais. Sur l'alcool, par exemple, je crois que je le disais aussi dans le bouquin, c'est que je m'étais un peu, à l'époque, construit un perso, quoi. Tu sais, un petit peu comme dans les films, ou une catégorie, tu vois, ou chez les Spice Girls, quoi. Il faut dire d'où tu parles et dire qui tu es. Et ben moi, je m'étais construit le personnage de Spice Girl un peu rock et qui picole un peu trop. Alors qu'en fait, c'était pas tout à fait vrai. Et en fait, la base de tout ça, de tout ce que tu viens de dire là, je crois que c'est un truc qui a beaucoup à voir avec l'autodénigrement. Ou en tout cas, je sais que je le fais beaucoup, ça. Ma fille, elle m'a dit il y a pas longtemps, à propos de mon compte Instagram, elle me dit mais maman, tu fais un truc hyper chelou à chaque fois que tu fais un post ou une story, je sais pas quoi, pour annoncer un truc que t'as fait, genre un bouquin ou une chronique et tout, tu vas le poster, mais tu vas pas jamais juste poster le truc en disant hey les gars, j'ai écrit un livre et tout. Tu vas toujours dire hey les gars, j'ai écrit un livre, mais regardez, j'ai vraiment une tête de cul, j'ai vraiment les cheveux gras, comme si je déplaçais un peu le... J'y crois pas vraiment, hein, la team. Un peu. Et déjà, j'ai trouvé ça hyper intelligent de la part de ma fille, comme observation, je trouvais ça très fin, quoi. Et puis c'est très juste, parce que du coup j'ai commencé, déjà quand elle m'a dit ça, j'ai regardé ce que j'ai posté sur Insta, et là j'ai supprimé plein de trucs, j'ai fait un grand ménage il y a pas longtemps. Alors j'ai fait tout ton Insta, et c'est vrai qu'il y avait pas grand chose en fait. Parce qu'en fait avant j'avais un compte fermé, privé. Ma pauvre, alors que si t'avais vu les trucs avant... Moi je voulais du 2007, hein. T'en avais du 2007. Qu'est-ce que je faisais déjà en 2007, non, parce que ma fille était pas née, bien sûr, mais si elle était née, mais il y avait pas encore Insta. Mais j'ai reposté plein de trucs de l'époque, et puis surtout je faisais ces trucs ridicules là où je me prenais en photo dans la vitre avec une clope comme ça, comme si j'étais Charlotte Gainsbourg, mais à gifler. J'ai retrouvé tous ces trucs-là. C'est terrible pour l'ego. C'est vraiment quelle énorme bouffonne j'ai été. C'est quoi le truc où t'as le plus flex? Tu dis ouais là je me la pète un peu mais allez je mérite.
Ah, bah, je trouve que franchement, quand on y pense, écrire des bouquins, c'est stylé. Hein. Très stylé. Je trouve ça vraiment méga stylé. Mais j'ai surtout flex par rapport à l'adolescence, dans le sens où je reviens de loin, quoi. C'est que, tu vois, j'ai vraiment ce truc... c'est quoi le terme La remontada réparatrice. Ah ouais, exactement. Et là, ouais, c'est... Quelle meilleure manière de le dire, mais c'est vraiment exactement ça, la remontada réparatrice. Et doublé de ce truc qui fait pas de moi une belle personne, encore une fois, de en plus aller voir comment sont devenus les autres. Bien sûr, tu vas être sûr que t'as gagné. Et être sûr que j'ai gagné. Et vraiment, avec un move évidemment pas du tout féministe, de me dire, je vais aller voir si elle est plus grosse que moi ou pas. Tu vois. C'est terrible. T'as l'air. Non, mais c'est parce que je pense que les meufs, on changera jamais vraiment. Enfin, en tout cas, jusqu'à ma génération, c'est foutu à ce niveau-là. Ouais, je crois. C'est genre, on peut avoir toutes les bonnes intentions, bonne volonté du monde. Il y aura quand même toujours ce truc mesquin et bas. De se dire, tiens, je vais aller voir si elle a pas faté celle-là, là, celle qui faisait bien la maline au lycée. J'espère tu il vois. est chauve. Ouais, bah, alors ça, alors ouais, que, ça, ouais. écoute, voilà. Moi, ça me réparerait quand même vraiment beaucoup. Hein. Quelques-uns. Est-ce que moins il a de cheveux, plus t'as d'ego ? Peut-être. Mais il y a. Surtout, il n'y a pas de cheveux. Je trouve qu'il y a vraiment des calvasses qui sont terribles et à qui je souhaite, du coup, à beaucoup de mes ennemis et de mes ex. Je trouve que la pire des calvasses, c'est vraiment celle où t'as des cheveux sur les côtés, tu sais. Quand les mecs... Ils les mettent par-dessus. Ouais, tu sais, ça, j'appelle ça rabattre la banlieue sur Paris. Quand tu vois, quand ils sont obligés de faire ça. Ouais. Enfin, ils sont pas obligés, d'ailleurs. C'est ceux qui assument pas, quoi. Et ceux qui assument pas, et je trouve ça à la fois un peu émouvant et en même temps, putain, mec, c'est horrible. Et en même temps, on se fout vraiment souvent de la gueule des chauves, alors que putain, c'est terrifiant. Ouais. Parce que c'est hair is everything. Exactement. Comme tu sais. Comme le dit, et je me dis, moi, là, je perds mes cheveux de ouf. Et je me dis, mais si je les perds trop, ça va me gâcher la vie. Mais moi, j'ai l'impression que l'alopécie, c'est un peu la nouvelle ménopause, dans le sens où on n'en parlait pas du tout avant, comme on parlait pas du tout de la ménopause et tout, et que là, tout le monde perd ses cheveux, filles compris. Alors oui, mais en tout cas, d'après Instagram, autour de moi on perd tous. Peut-être c'est tous son nos algo cheveux. aussi, hein. Sans vouloir. Peut-être. Mais ouais, non, énormément de gens. Et je pense que c'est un peu genre le stress de l'époque. Là, j'ai l'impression que tout le monde est. Ouais. Et il y a un gros sujet cheveux. Or, en effet, comme tu le dis, les cheveux, c'est vraiment le cœur d'une faille narcissique que tu peux avoir. C'est tellement une grosse partie du physique. Dans ce truc de parler de soi comme étant un perso et tout, est-ce qu'il y a des fois des moments... Parce que moi, je trouve ça très dur quand, pour tout ton entourage, t'as une image, d'en changer si elle te va plus. Genre, moi, quand j'ai commencé le sport il y a quelques années, genre mes potes, je disais je vais courir, ils étaient comme bah non. Ouais. Et c'est vraiment le pire truc à faire quand quelqu'un essaye de changer quelque chose. Ouais, putain, c'est tellement juste. Et toi, est-ce qu'il y a des trucs où du coup ça a résisté parce que l'image que t'avais c'était pas celle que tu voulais? Et ben justement sur le personnage un peu de meuf rock là dont je te parlais, que je m'étais construit, et pas mais pas de toute pièce, parce que j'avais quand même ce truc là aussi un peu où j'aimais bien j'étais rock quoi. Voilà, j'étais rock. Quoi que ça veuille dire. Ouais, ça c'est un mot que j'avais plus entendu comme adjectif depuis mon adolescence. Ouais, je crois. c'est bizarre. Quand j'écoutais Superbus. Bah, c'est parce que c'est vraiment un truc générationnel. Hein. Parce que je suis vieille, c'est pour ça que je dis ça. Non, c'est aujourd'hui, on dirait quoi pour dire rock? Un mélange de spontanéité, de... Bah parce que rock, c'est aussi fumer des clopes et tout. Tu vois, par exemple, j'ai fait ce truc, oh là là, j'ai si honte, mais quand en 2007, je crois, là, il a été interdit de fumer dans les bars et dans les restos. Ouais. T'as ouvert un bar juste pour fumer dedans. Oh là là, tellement rock. J'ai ouvert un bar à chicha avec des chichas à l'intérieur. Non, j'avais... putain, je viens de m'en souvenir, j'avais oublié. J'avais quand même créé un blog pour dire ici ça continue à fumer des clopes et tout. Et j'écrivais des articles et tout pour dire... no pasaran, quoi, la loi E20, ou je sais plus quelle loi c'était, et je me prenais en photo et j'avais des potes à qui je demandais tu peux me filmer et tout, dans des bars et dans des restos où j'allumais des clopes, s'il te plaît, mais tirez-moi une balle dans le dos, tu vois, tuez-moi
comment j'ai pu faire ça. Arrête, fais pas cette tête, je sais que c'est horrible, mais t'as l'air vraiment de me... Mais c'est hilarant, et surtout que... Alors moi, j'ai un seul souvenir où les gens avaient le droit de fumer à l'intérieur dans les bars. Pour moi, c'est un truc... En fait, pour moi, ça ne matche pas. Et donc, je suppose qu'à posteriori, tu comprends quand même pourquoi on ne peut pas fumer dans les restaurants. Bien sûr que oui, mais bien sûr. Et du coup, c'est juste marrant de voir ce gap de 15 ans et de se dire, waouh, les combats, ils étaient différents. C'est clair. Et la moi d'aujourd'hui, là, si elle tombait sur la moi d'il y a 20 piges, qui allumait sa clope dans les concerts et tout, je faisais ça. Mais je me ferais une clé de bras en lui disant, meuf, ça n'est pas une personnalité, tu vois. Et laisse-moi tirer une table. Mais donc, tu vois, c'est ça, quand je te disais ce personnage un peu rock que je m'étais construit, c'était, ah, vas-y, on s'en fout, on fume des clopes, allez, on recommande une bouteille, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Je veux voir des concerts et tout ça. Et c'est vrai que du coup, maintenant, quand je suis évidemment plus comme ça, puisque je couche à 20h, et en plus, j'ai mal aux genoux. Et quand je recroise des personnes que j'ai pas vues depuis longtemps, ou même mes potes là qui me connaissent, et que je leur dis, voilà, j'ai fait du yoga, et puis j'ai une recette de pudding aux graines de chia et tout, ils sont tous là. Alors, quoi, toi? Alors vraiment, t'étais la dernière dont on aurait pensé qu'elle allait finir comme ça et tout, mais laissez-moi faire les moves que je veux, tu vois. Je trouve ça hyper dur quand les gens te disent t'as changé, comme si c'était une sanction, une critique et tu vois, c'est pas un compliment quoi. Encore bien. Ah vas-y, t'as changé. Bah ouais, encore heureux, tu vois. T'imagines si à 47 ans j'étais encore là en train d'allumer mes clopes dans la folle du bus quoi, dans les restos et tout, mais et donc je trouve ça hyper dur d'avoir à justifier le fait d'évoluer comme ça, comme tu le disais quoi, qu'on te dise mais non toi t'aimes pas le sport, c'est bien sûr que si, je me suis... Et il se passe aussi la même chose dans les fratries, et notamment quand t'as une famille nombreuse comme moi, des 5 enfants, où t'as vraiment la distribution des rôles quoi. Lui c'est l'intello, elle c'est machin et tout, et ça en plus c'est des étiquettes qu'on te pose dès 4 ou 5 ans. Quand t'as ton cortex préfrontal, là, il est même pas, tu vois. Surtout, des fois, ça tient à rien. Hein. Et ça c'est tient... un truc que t'as fait quand t'avais 4 ans. Exactement. Elle adore les animaux parce qu'on t'a vu une fois faire un câlin à un lapin, tu vois. Et vraiment, elle, c'est l'amie des bêtes et tout. Et tu te forces, du coup, à rentrer dans ce personnage-là qu'on t'a créé. Tu sais plus trop qui t'es, quoi. Et c'est très difficile de se débarrasser d'une étiquette comme ça dans une fratrie et dans un groupe d'amis et au travail aussi. Le roman, donc, il s'appelle Des filles comme il faut. Toi, est-ce qu'il y a un truc où t'aurais aimé être plus comme ça? Il y en a peut-être même plusieurs. Je sais que, et c'est pas de l'auto-dénigrement, mais je crois que j'aurais aimé être, si j'avais été une meilleure amie. J'ai pas toujours été une super amie. Je sais qu'on peut pas dire de moi, ou en tout cas pendant quelques années, on pouvait pas dire de moi, ah bah Nadia, vraiment, tu peux toujours compter sur elle. Si t'as une galère, si tu dois enterrer un corps et tout, c'est elle que tu vas appeler, elle sera là. Ben, je crois que je l'étais pas toujours. Tu dormais? J'étais en mode avion parce que... Parce qu'il était 20h en fait, ma belle. Comment ça cacher un corps oui, voilà, donc si t'as un truc à me demander, il faut que t'as une fenêtre, elle est jusqu'à 18h. Bureau. Après, le guichet est fermé. Tu vois. Et c'est quoi le truc où t'es contente du curseur de « je suis contente d'être comme ça ». Ça va paraître très prétentieux, mais je trouve que vraiment, je suis une super daronne. Je sais faire. Je crois, j'en ai qu'une, mais je crois que je sais élever des enfants. Ça veut pas dire que j'ai pas fait de la merde et tout. C'est le principe. Ouais. Tu fais de la merde et tu répares le mieux possible. Tu casses, tu répares. Ouais, je crois que, enfin, en tout cas, tu sais, je vois que, et ça me fait immensément plaisir. Ça me fait pas que me flatter. Ça me touche quand des copines me demandent des conseils d'éducation. Je me dis pas, franchement, si on me demande ça, c'est que ça va, quoi. Pour le coup, on peut se fier un petit peu à mes intuitions, à mon regard et à mon expérience et à mon boulot aussi, parce que je me suis beaucoup, beaucoup intéressée à ça, comment on élève les enfants et tout. Et ça, c'est cool. Et je sais que, par exemple, ma fille me dit, j'espère que quand j'aurai des enfants,
je serai comme toi. Je me dis, bah putain, ça franchement, c'est cool. Hein, c'est vraiment le meilleur épitaphe, quoi. Tu vois. La meilleure daronne d'entre nous. Non, vraiment, je trouve ça très cool. Et surtout que j'ai tellement douté, j'ai quand même coécrit un bouquin en 2008 qui s'appelait Mauvaise mère. Alors justement, c'était pour dénoncer toutes les injonctions qui pesaient sur les mères et tout. Mais je suis fière de pouvoir dire aujourd'hui que la daronnerie, je sais faire, parce que c'est un truc qu'on fait pas du tout. J'entends jamais un parent et une mère, en l'occurrence, dire franchement, je m'occupe bien de mes enfants, je suis une bonne mère. J'entends jamais une mère dire ça. Dernière chose, tu m'as dit que tu t'étais déjà énormément auto-interviewée. C'est quoi le sujet qu'on n'a jamais abordé avec toi, alors que dans ta douche, quand tu fais l'interview, tu sais que ce serait banger? Alors, il y a deux versions. Il y a un peu le on et le off, tu vois, comme Avignon. C'est-à-dire qu'il y a la version un peu classe de l'interview. On n'est pas là pour du classe. Ok. Enfin, en tout cas, voilà, je sais que j'ai des réponses franchement chambées sur des questions par rapport à mon bouquin et tout, et je brillerai. Tu vois, si on me posait Mais genre quoi ces questions. Je peux pas le dire là, parce que du coup, quand on va me les poser, il faut que ça ait l'air... Okay. Oui, non. Mais tu vois, je me suis écrit, j'ai un doc world, ouais, c'est terrible, qui s'appelle Punchline. Mais alors, je pense Punchline promo, tu vois. Énormément de gens le font. Bah, ouais, je pense. Moi, j'ai pas fait un document, mais je prépare toutes mes interviews. Oui, voilà. Et le problème, c'est que une fois que tu es face à la personne qui t'interviewe, en général, tu les as oubliés, ou alors tu les mélanges, ou comme moi, tu vois, quand j'essaie de t'expliquer mes histoires de balcon ou de gaslighting. Et donc, mais voilà, je sais que franchement, parfois, je relis ce doc-là et je me dis, putain, meuf, c'est hyper smart ce que t'as dit là, sous ta douche. Et après, soit j'oublie, soit on me pose pas la question. Après, je sais que il y a un sujet sur lequel je peux vraiment méga flex, deux même. C'est évidemment skincare, parce que c'est vraiment ma passion. Ouais. Je t'invite c'est gentil. Je t'invite à aller voir ma salle de bain. Je l'ai vu. Je me suis lavé les mains et je me suis dit, il y a vraiment beaucoup de crème. Ouais. Et sinon, moi, j'ai une grande passion pour tout ce qui est digestion. C'est vrai que je t'ai déjà entendu plusieurs fois en parler en podcast, alors que c'était pas ma recherche principale dans... De troubles digestifs et tout. Ouais. Parce que j'ai une théorie. J'ai l'impression que tout le monde a mal au ventre. On a tous mal au ventre. C'est pour ça que les gens sont plus lourds et que les balcons ne tiennent plus. C'était si simple. On a toutes les filles, en l'occurrence, je te jure, on a toutes mal au ventre. Et à chaque fois que je me retrouve en vacances ou en week-end avec des copines et tout, il y a toujours un moment où on finit par parler de... Toi, t'as réussi à faire caca ce matin? Ouais, moi, non, putain, comment... Et ça, pareil, pourquoi je te raconte ça, putain? Et j'ai vraiment développé un savoir sur le transit, la digestion et tout ça. Moi, j'ai des copines qui m'appellent quand elles arrivent pas à chier ou quand elles, tu vois, et je peux leur dire fais ça et ça, prends ça et ça ira mieux. Et après, tu oses me regarder dans les yeux et me dire que t'es pas une bonne amie. J'ai une copine qui a fait un truc génial un jour aussi. Tu veux la savoir, l'anecdote ou pas? Elle est pas très intéressante, mais puisqu'on parle de caca et tout. Où on parlait de ce truc-là qui est aussi un vrai sujet sur le fait que les meufs en couple, quand elles commencent à être en couple et tout, il y a un vrai problème dans la manière dont elles s'autorisent ou pas, et en l'occurrence c'est plutôt pas, à pisser, à avoir un transit et tout chez un mec, alors que les mecs, tu vois, ils chient la porte ouverte au bout de 48 heures, tu vois. On parlait de ça, on se posait la question de qu'est-ce qui fait que nous les femmes, on a été éduquées à tellement pas nous occuper de notre ventre, quoi, ou en tout cas à cacher tout ce qu'il peut y avoir autour de ça. Et donc j'en parlais avec une copine qui me racontait que au début, avec son mec, avec qui elle est depuis vraiment très très longtemps, elle ne supportait tellement pas l'idée qu'il sache qu'elle est un transit, quoi. C'est Belle du Seigneur, tu vois. C'est vraiment comme dans le livre Belle du Seigneur, qu'elle a simulé, enfin elle a provoqué une embrouille. Un jour, elle avait vraiment très 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 envie de chier. Elle a provoqué une embrouille avec son mec.
je sais pas, elle a inventé un truc, tu vois, elle lui dit mais ouais, mais putain, pourquoi tu... Bon, bref, elle a provoqué une embrouille avec son mec pour pouvoir partir. Et elle lui a dit regarde-moi bien, je me casse. Elle est rentrée chez elle, elle a chié. Et elle a appelé le mec après en lui disant ouais, excuse-moi, on fait la paix et tout. Parce qu'elle voulait juste... Et je trouve ça dingo. T'as dit que cette anecdote n'était pas intéressante. C'est ouf, non? T'es d'accord? Mais à quel point on est des zinzins du ciboulot. Ouais. Et je m'étais toujours dit que ça ferait une super scène de film ou de bouquin. Ça. Bien sûr. Comme quoi? Ouais. Les hommes. Merci beaucoup, Nadia. Merci à toi. Je suis vraiment très contente de terminer sur ça. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages pour savoir comment chier. Oui, des photos de vos visages pour qu'elles vous disent quoi faire. Je ferai des diagnostics de peau et de transit pour pas cher, 50 balles, comme le... Rentabiliser le grain de beauté. J'espère que ça vous a plu et vous a donné envie de lire ce que Nadia Dame écrit. La Gosse est dispo chez Grasset et Défi comme il faut aux éditions de l'Iconoclaste. Nadia est également en télé dans l'émission Les Maternelles de France Télé. Je mets le lien vers son compte Insta en description. Et je glisse aussi celui des gens qui doutent, où je publie des extraits filmés, des interviews et une petite présentation en 1 minute de chaque invité. Et puis, évidemment, n'hésitez pas à me suivre moi, @FannyRuet, pour ne rien manquer de la suite. Des bisous. Et comme d'habitude, cet épisode a été mixé par le fabuleux, l'incroyable, le prestigieux Maxime Wathieu.